Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux et nombreuses assister à cette deuxième conférence de la première édition du Carrefour associatif du film d'animation, organisée par Ovacasso et les intervalles, mais avec de nombreuses personnes qui viennent nous parler de leurs différentes expériences dans le milieu de l'animation. On a commencé la journée ce matin avec une discussion autour de l'actualité syndicale et des présentations des négociations et du fonctionnement du syndicalisme dans le secteur de la production de films d'animation ce matin. Cet après-midi, on voulait discuter d'un sujet très récurrent dans notre milieu du cinéma, qui est l'inclusivité et l'accessibilité de tous les postes dans le système de l'emploi de l'animation. Pour cela, nous avons invité pas moins de 4 personnes pour venir présenter avec chacun et chacune leurs expériences, à la fois dans le secteur du travail, mais aussi dans le milieu associatif. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Marjorie, je suis directrice de production et en ce moment je travaille pour Fortiche dans la partie développement. Et je suis une des 3 cofondatrices de OVAC Association. Donc OVAC ça veut dire on verra au compo. Parce que c'est une niche un peu, du coup tout le monde comprend ce que c'est sans comprendre vraiment. Et c'est une association qui permet de rassembler à Annecy tout ce qui est des gens qui travaillent dans l'animation et dans l'image. On a un petit peu ouvert. Et afin qu'on se rassemble surtout autour d'apéros une fois par mois. Et on fait aussi une exposition une fois par an avec Sévrier BD. Et là, c'est la première fois qu'on participe officiellement au Festival d'Annecy grâce aux intervalles qui nous ont permis d'organiser ça avec eux. Moi je m'appelle Paps, je suis des intervalles du coup, et dans le civil, il est un truc comme ça, je suis selon le contrat dire prod, chargé de prod, assistant réal, petite main des prods habituels. Et aux intervalles, les questions de diversité et d'inclusivité, pour le coup, c'est un peu mon dada, puisque j'étais parmi les autoristes qui avaient travaillé sur les 2 études sur les représentations genrées et raciales dans les séries et longs-métrages d'animation français sur la dernière décennie. Donc on a beaucoup regardé de contenu, beaucoup trop. Et on en a sorti, entre autres, une étude, mais aussi un bingo. Donc je vous proposerai de faire un petit jeu à la fin de bingo de chara-design féminin. Bonjour, donc moi je suis Margot Renard, je travaille pour l'association Cellophane, qui est basée, qui est située à Lille. C'est une association d'éducation à l'image et qui fait aussi de la production associative. Et je dirais qu'on est une association de féminazie avant tout. Voilà. Et moi je suis Charline, je suis la collègue de Margot, je travaille aussi à Cellophane. Et j'ajouterais que nous, on ne crée pas forcément beaucoup de films qui sont vus sur des écrans de cinéma, mais on travaille avec plein de gens, de plein de genres, de plein de minorités, tout le temps, des précaires, voilà. Donc l'inclusivité, oui, en tout cas on essaye. Il marche ? Ouais. Alors, la question qu'on a voulu poser avec cette conférence, c'est celle de l'inclusivité. Est-ce une histoire de biais de représentation ou de politique d'invisibilisation ? Il va y avoir des slides que je vais pouvoir dérouler petit à petit, puisque effectivement, on va essayer de dérouler au fur et à mesure de la conversation la question de pourquoi on voit toujours les mêmes types de personnages à l'écran, et essayer de comprendre à quelle étape de la création, à quelle étape de la décision, et à quelle étape même sociale et politique en France, on arrive à avoir des représentations qui, il faut le dire, sont un peu stériles, répétitives, et proposent une certaine stagnation de la représentation d'un réalisme social français, on va le dire. Et pour commencer, on va commencer sur des stéréotypes, notamment les stéréotypes de genre, et je sais plus qui voulait prendre la parole sur ce sujet en premier. Alors sur les stéréotypes de genre, je fais une toute petite parenthèse, normalement je n'aurais pas dû être à cette table ronde. C'est une personne qui s'appelle Julie, qui a un compte Instagram qui s'appelle Petite Lecture Inclusive, qui devait venir. Et je vous recommande 1000 fois ce compte, parce que c'est une jeune maman qui a démarré dans l'analyse des stéréotypes de genre parce qu'elle a eu des enfants et qu'elle s'est posé ces questions-là, via les albums jeunesse. Et ensuite, elle a un petit peu plus ouvert au dessin animé, en fait.
Donc du coup, les slides que vous allez voir derrière, c'est aussi un peu pour mettre en avant son travail. Et elle va notamment écrire un livre dans les prochains mois sur ce sujet-là. Donc je vous encourage vraiment à suivre son travail. Et je voulais juste... donc les stéréotypes de genre, il y en a des milliards sur lesquels on est plus ou moins conscient qu'on les utilise notamment dans l'écriture. Là, je voulais juste faire un focus sur quelques-uns, mais il y en a plein. Et l'idée, c'est pas de les dénoncer et dire que c'est nul, c'est juste déjà d'en avoir conscience que ce sont des stéréotypes, et aussi du coup, une fois qu'on en a conscience et comment c'est utilisé, les réutiliser d'une autre manière dans les histoires qu'on veut écrire et qu'on veut raconter. Donc c'est un peu dans cette optique-là que je vous présente les quelques slides qui vont suivre. Alors, je voulais d'abord démarrer par la marâtre. Je ne sais pas si ça vous parle de ce stéréotype-là, qui est un peu un combo d'agisme, de sexisme, de beaucoup de choses. Déjà, il y a un truc qui est assez rigolo. Quand on a préparé un peu cette table ronde avec Claire, on s'est aperçu que il y a beaucoup de héroïnes qui ont des mères mortes ou disparues. Dans les... J'ai pas d'exemple tout de suite, c'est dans un, voilà, mais... Cartoon Saloon, par exemple. Toute la production de Cartoon Saloon. Enfin, ça donne envie de créer un podcast true crime sur comment est-ce que les mamans des personnages Disney ont disparu et où elles sont. Parce que c'est un peu un truc hyper récurrent en fait. Et du coup, la marâtre. Spoiler alerte, c'est toujours le mari qui l'a buté. Et du coup, la marâtre, c'est donc la deuxième maman, mais qui du coup n'est pas la vraie maman, et qui est surtout jalouse souvent de sa fille, de sa beauté, etc. Et alors déjà, il y a une espèce d'obsession sur l'apparence. Il y a du coup une rivalité tout de suite féminine qui se crée. Et en plus de ça, elle est aigrie et parce qu'elle est moche. Donc forcément, voilà, c'est le combo gagnant celui-là. Il était génial. Et elle est moche parce que vieille. Oui, c'est ça. Oui. Donc, du coup, elle est vieille. Donc forcément, elle est plus baisable. Forcément, c'est chiant. Voilà. Donc il y en a plein, je vous fais défiler les slides effectivement comme ça, mais il y a plusieurs stéréotypes dans le stéréotype du coup. Donc, mais en tout cas voilà, cette slide est intéressante parce que c'est pas une mauvaise chose en soi, évidemment, mais c'est le fait que ce soit systématique qui est problématique. C'est pas donc l'obsession de l'apparence, le sentiment de jalousie qui influe énormément sur la rivalité féminine et aussi la rivalité intergénérationnelle. Ça, on va en revenir et c'est un truc qu'on voit au quotidien dans notre travail, qui revient systématiquement et qui nous est raconté de cette manière-là. Et j'ai oublié un dernier truc. L'idée que la seule issue positive pour une femme qui vieillit serait de réussir dans son rôle de mère. Donc voilà, il y a ça aussi, cette idée sous-jacente. Donc c'est la marâtre. Voilà. Après, on a voulu mettre en avant le grand costaud qui porte la petite frêle. Donc, alors moi, je connais surtout le dessin animé Zig et Charcot pour avoir travaillé dessus, qui est une petite pépite sexiste et tout ce qu'on veut. Je pourrais faire tout un slide là-dessus. Mais pareil, en fait, c'est ce côté le grand costaud qui porte la fragile. Donc forcément, en tant que femme, déjà on est plus petit, on est forcément mince parce qu'il faut être porté, et en plus de ça, il faut être protégé, sinon on n'est pas aimé. Donc, je peux pas te sauver, moi, du coup, non. Tu, là. Voilà, non. On a tout raté. Voilà, je peux vous envoyer les slides, mais allez voir vraiment ce compte Instagram, il est absolument génial pour ça. Un des derniers stéréotypes qui est un peu lié, c'est la schtroumpfette et la pick-me girl, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que quand il y a un groupe de mecs, il y a une nana qui est là pour mettre en valeur les personnages masculins, ou pour s'en occuper, ou c'est la pick-me girl, donc c'est la nana qui est pas comme les autres. Et ça, c'est très dangereux comme truc, parce que c'est un peu insidieux, en fait. C'est-à-dire que on a tous envie d'être un peu original, un peu unique, un peu l'élu. Mais le truc avec la pick-me girl, c'est que ça sous-entend que tout ce qui est féminin, tout ce que les autres copines peuvent faire, etc., c'est nul, parce que nous, on correspond bien aux critères du regard masculin qu'on attend de nous, quoi. Donc c'est, voilà. En fait, nous, ce qu'on avait observé quand on avait fait l'étude sur les représentations genrées dans les séries d'animation, pour le coup, c'était plus présent dans les séries, dans les films, dans les longs métrages, parce que dans les séries, il y a plus de personnages.
c'est qu'on avait encore énormément de séries où on avait le syndrome de la Schtroumpfette, où on avait la fille. Souvent, c'était des duos, des trios, des quatuors, des gros groupes. Enfin, il y avait la fille, et son rôle, c'était d'être la fille. Elle avait aucune personnalité, elle était rase, et la plupart du temps, c'est un personnage qui est soit le love interest, donc qui a soit un sous-texte romantique avec le protagoniste masculin principal, soit que c'est à l'inverse ce Pick Me Girl qui souvent est même doublé d'une manique Pixie Dream Girl, qui est un personnage qui est là pour faire avancer le héros et qui est censé être un peu le moteur qui va le pousser vers l'avant, soit à l'inverse, c'est la rabat-joie qui a souvent plus un modèle de grande sœur et qui va être réduite à ah non, vas-y pas, c'est dangereux, ah mais les garçons, qu'est-ce qu'ils sont bêtes à faire tout le temps des bêtises, heureusement que je suis là pour sauver le coup. Un peu comme ce qu'on peut retrouver, ce qu'on pouvait retrouver dans Martin Mystère avec sa demi-sœur, ou même encore plus ancien, parce que je sais que ça va parler à beaucoup de gens, avec Hermione, où vous mettez Hermione à la tête d'Harry Potter, ça fait pas 8 tomes, en 2 tomes c'est bon, 2 coups de cuillère à peau, il est fini le bouquin, parce que elle se double en plus, elle, d'un autre syndrome qui est le syndrome de Trinity / Galadriel, où en fait elle est tellement douée qu'on est obligé de la mettre de côté parce que sinon elle résout l'intrigue et toutes les quêtes beaucoup plus rapidement que le personnage masculin. Donc on en a plusieurs comme ça, et c'est souvent en plus c'est fait avec un bon fond, c'est-à-dire on va faire un personnage cool, féminin fort, hyper puissant, mais comme elle est encore toute seule et qu'elle n'est pas développée au-delà de ce pouvoir-là, de cette puissance, dans l'écriture, on est obligé de la mettre de côté, sinon en fait on se rend compte qu'elle éclipse le personnage masculin. Et donc c'est pour dire que c'est pas toujours fait avec une mauvaise intention. Donc là pour moi on a beaucoup de biais de représentation, il n'y a pas une volonté de cacher les femmes. Par contre, il y a un manque de questionnement justement sur qu'est-ce qu'on est en train de produire comme archétype, comme type de personnage pour les enfants, parce qu'on produit comme majoritairement pour les enfants. C'est vrai que j'ai le micro. Et moi, je voulais rajouter que effectivement, on peut sentir des efforts, des interstices, comme Netflix avec Sex Education ou tout un tas pour l'instant du dessin animé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même s'interroger politiquement aussi. Enfin, il faut quand même relier ça à des questions de politique et pas être dans non plus seulement des parcours individuels, et c'est hyper compliqué quand on est précaire parce que on est dans cette société-là qui est l'ultra individualisation, comme tu le dis, le mythe du héros, le mythe de la fille pas comme les autres. Enfin, moi j'ai 37 ans, j'ai vraiment baigné dans la culture de la pick me girl, de la girl boss, et donc c'est hyper dur de s'en défaire, et s'en défaire ne passe forcément par des questionnements politiques. Et donc il faut pouvoir s'organiser et pas se retrouver seul. Enfin, dans les studios, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec la précarisation généralisée. Enfin, nous on travaille dans un studio où on est toutes salariées, et je peux vous dire que pendant le Covid, on a bien compris qu'on était privilégiés en fait par ce statut. Donc voilà, enfin, je dérive un petit peu, on va en parler plus tard, mais je voulais dire que on peut pas se contenter des efforts du patronat ou du patriarcat pour nous faire nous sentir à l'aise. Il faut pouvoir pas demander, prendre en fait, et ça demande du temps et ça demande de solidariser. Voilà. Sur le sujet des stéréotypes aussi, on commençait cette conversation en disant qu'il était intéressant de les réutiliser, de les réapproprier et aussi de les subvertir, parce que ce n'est pas un problème de montrer des mères, c'est pas un problème de montrer des petites filles girly, mais peut-être d'avoir une conscientisation du regard, de la mise en scène, et notamment à travers le travail de l'image qui est une grande partie de nos métiers en animation. Est-ce que je pourrais avoir vos avis un peu là-dessus sur les manières dont on peut renouveler ces formes graphiques et d'écriture sur l'écriture des personnages dans le film d'animation en France? Déjà, ce serait bien de renouveler un peu les pools de créatrices, parce que
je pense à la nouvelle série Total Spies qui est sortie. Je l'ai pas encore vue, hein. J'ai juste vu des extraits. Mais vous savez toutes lesquels. Typiquement d'avoir une série de 2001 avec un peu en mode girl boss et avec une équipe qui est la même qu'en 2001, majoritairement masculine, autant à l'écriture qu'à la réalisation. Je ne voulais pas laisser la place un peu à des meufs aussi de temps en temps, ou de la même manière, j'ai heureusement, malheureusement, je sais pas. J'ai travaillé sur Foot de rue, le remake qu'il y a eu il y a 2 ans maintenant. Et c'est pareil, c'était la même équipe qui était à l'écriture et tout, alors que Foot de rue, c'est une série qui voulait mettre en avant des enfants qu'on voit pas en général dans nos séries, justement, des enfants notamment non blancs, des enfants aussi qui vivent dans des orphelinats. Dans cette nouvelle saison, il y avait un enfant qui est un réfugié syrien. Et malgré tout, on est une équipe en prod, les têtes de prod étaient des mecs blancs, et on était tous blancs dans l'équipe, et il y a des trucs qu'on a dû louper, qu'on aurait peut-être pu faire mieux si on avait intégré des personnes qui étaient concernées, ne serait-ce qu'en sensitivity readers, ce qui existe déjà dans l'édition, c'est-à-dire quand on n'est pas concerné un sujet et qu'on veut écrire dessus, on fait à minima relire par des personnes concernées pour vérifier qu'on n'écrit pas de la merde. Désolé pour les termes utilisés. Et on est très en retard là-dessus en France parce que on est dans une optique d'inclusivité qui est faible vu qu'on est dans l'idée de l'universalisme. On montre rien, on est tous pareils, on a des grosses œillères, on est tous pareils, on voit pas la différence. Du coup, on ne met pas en scène cette différence parce qu'on considère que c'est la mettre de côté. Alors que dans d'autres pays, aux États-Unis, en Amérique du Nord, les cartoons ont très bien compris qu'en fait, montrer des personnages plus diversifiés amenait aussi une cible plus diversifiée et plus importante. Et typiquement, ça fait grandir les fandoms et ça fait vivre les dessins animés beaucoup plus longtemps aussi. Parce que nous, on prend pas du tout en compte. Et sur je pensais à la peste à papa dont je parlais, il y a une série, moi, là-dessus, que j'ai beaucoup aimé, qui retournait justement le stéréotype, c'était The Old House, qui démarre avec, je vous spoilerai rien, hein, mais qui démarre avec l'héroïne Luz qui fait face à une bully qui est une fille à papa riche, insupportable, et finalement leur relation va évoluer, on va renverser le stéréotype pour dire ok, on part sur ce stéréotype, mais elle va pas être réduite à ça, donc ça va passer du stéréotype à l'archétype pour finalement dire on va construire ce personnage de manière un peu plus poussée, un peu plus réfléchie, et pas juste dire regardez, elle est riche, elle est bête, elle est méchante, elle va bully l'héroïne. C'est parce que ça amène pas grand chose au récit en plus au final de rester sur ces stéréotypes là. Donc oui, ramener plus de diversité au sein des studios, se poser la question des modèles qu'on représente, déjà ce serait pas mal. Après, pour compléter là ce que tu dis, je pense qu'il faut aussi différencier les formats et les diffuseurs. Et donc les gens qui financent aussi les séries. Désolé, c'est voilà, mon petit cœur de prod qui réfléchit sur le truc. Parce que il y a ça aussi, c'est que quand on est dans un contexte de financement un peu franco-français, enfin plutôt classique avec le CNC, avec les chaînes principales, etc. Il y a aussi, quand on est producteur, productrice, une vision du marché, d'un marché, et la seule façon de rentabiliser une série, c'est de le faire se vendre sur le marché mondial. Tu peux pas produire une série sans diffuseur. Oui, bien sûr. Mais aux États-Unis, par exemple, il suffit d'un diffuseur, tu vois. Arcane, Netflix, point. Et voilà. Et du coup, ils balancent le truc. Quand c'est un truc franco-français de type Duquet Charcot, d'autres trucs, tu vois, t'as plusieurs diffuseurs, donc t'as les diffuseurs principaux, mais t'as les diffuseurs secondaires, et puis t'as des distributeurs qui vont ensuite se partager le monde et vendre ta série sur différents territoires. Bref. Mais toujours est-il que cette problématique-là, de fait, oblige à un espèce de truc très, plat, en fait, pour que ça convienne à tout le monde. Et il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que la liberté, il y a évidemment prendre conscience des stéréotypes, mais ensuite il y a la liberté de pouvoir leur tendre le cou, qui est pas donnée à tous les studios parce que cette contrainte-là. Ouais, puis aussi au niveau des travailleuses, dans les studios, enfin, en tout cas je pense dans tous les studios, il y a aussi encore des énormes boys clubs, où déjà à la tête des studios c'est des hommes, bon t'as une schtroumpfette, j'ai l'impression, il y a une femme, qui est la femme. Et en fait, ils embauchent leurs copains et ils embauchent, c'est à leurs copains qu'ils donnent des postes de réalisateurs et de scénaristes, des fois même des gens pas qualifiés, alors qu'il y a des femmes qualifiées, plus jeunes, parce que aussi les écoles d'animation, maintenant il y a énormément de filles, surtout
surtout en 2D. En 3D, je pense que c'est encore très masculin. Mais voilà, il y a énormément de jeunes femmes maintenant sur le marché du travail, et les postes à responsabilité, c'est toujours des hommes. C'est toujours eux qui décident, c'est toujours eux qui mettent leurs copains, et si toi, en tant que fille, en tant que femme, en tant que meuf, ou personne queer, tu rentres pas dans le rang et tu fermes pas un peu ta gueule, en fait... c'est très facile de te marginaliser, en fait. Parce que finalement, la silenciation, elle se passe de fracas. Quand t'es minoritaire, on te silencie, je veux dire, dans les représentations. Quand il y a une directrice de studio et une directrice de prod, une gérante de prod dans une région, elle est très vite... on la traite de folle très vite, quoi. On parle pas du tout d'une situation réelle. Mais donc, le seul espace de liberté que tu trouves, c'est dans la précarité. Quand tu fais des films pour rien, qui n'ont pas de thunes, qui n'ont pas de moyens, et que tu vis autrement en faisant ton statut d'intermittent sur des postes de colo pour des séries de merde. Nous, on s'était posé la question justement, parce qu'on était étonnés à voir les chiffres du CNC d'audience qui disaient que je crois qu'il y avait un tiers de réalisatrices dans l'anime, et j'étais elles sont où, je comprends pas. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte qu'elles étaient toutes sur le court-métrage. En série, il y en a très peu, ou alors elles sont souvent en duo ou en trio avec des hommes, et je les compte sur les doigts de la main sur la dernière décennie. Et en long métrage, c'est encore pire parce qu'on en fait très peu, on en fait 1 à 2 par an. Et finalement, il y en a des femmes, elles sont là, les femmes réalisatrices et tout, mais elles sont sur des formats courts qui sont plus durs à produire, qui sont surtout dédiés à des structures de festivals, qui seront pas ou très peu publiées à la télé, et qui vont du coup toucher un public beaucoup moindre, donc avoir un impact aussi beaucoup moindre. C'est à la fois un problème de boys club qui est pas toujours des méchants mecs qui disent je veux pas embaucher des meufs, mais comme tu disais, ils embauchent leurs copains avant tout. Oui, c'est pas qu'ils veulent pas embaucher des meufs, c'est qu'ils veulent embaucher leurs potes. Voilà, ils se remettent pas en question de se dire est-ce qu'il y a peut-être d'autres gens qui pourraient être bien pour le taf qui ne seraient pas mon pote. Pour ça aussi, il y a aussi le fait qu'ils veulent pas embaucher des gens qu'ils considèrent pas adaptés au projet. Par exemple, ils vont considérer d'une manière totalement soit consciente, soit inconsciente, mais bon, qu'une femme ne peut pas réaliser un film de guerre. Et donc, du coup, ils embaucheront pas cette réalisatrice-là pour raconter un film de guerre, parce qu'ils vont considérer que le sujet, de par la sensibilité de cette personne, va pas correspondre à son travail. Et c'est d'une manière hyper insidieuse, on sait pas... Et par contre, ça les dérange pas de demander à des hommes de faire des films sur la charge mentale, ou à des hommes blancs de faire des films sur l'Afghanistan, par exemple. Ça, c'est pas un problème. Et j'allais dire, même, on a un paquet de séries, on a de plus en plus de séries avec des protagonistes féminines, et pour le coup, c'est réalisé par des mecs. Donc, les filles peuvent pas faire les femmes peuvent pas faire des films de guerre. Par contre, les mecs peuvent faire des des vécus sur les petites filles, sur les femmes, et là, ça pose aucun souci. Il faut toujours qu'elles aient un copain, par contre. Oui, après, c'est vrai que c'est des récits qui souvent prennent peu en compte leurs conditions de femmes. C'est des séries avec des fillettes, des enfants qui ont soit moins de 10 ans, et on met des filles, mais en soi, ça pourrait être des garçons. Pour le coup, elles sont traitées de manière assez similaire dans les histoires, parce qu'on est sur des récits pas feuilletonnants, des récits bouclés. Donc vous pouvez voir les épisodes dans n'importe quel sens, et c'est un peu l'aventure du jour, l'histoire du jour, mais qui est pas forcément liée au genre du ou de l'héroïne, du ou de la héroïne. Putain, je vais parler. On avait sorti nous certaines stats là-dessus. Exactement, j'allais vous lancer dessus. En introduction, je vais juste dire que depuis une dizaine d'années, le CNC a lancé son observatoire de la parité dans le cinéma, qui a montré sans distinction que l'animation était le genre le plus mauvais élève en termes de parité homme-femme. Et il faut ajouter à cette statistique-là que il y a beaucoup d'autres critères sociaux qui rentrent en jeu, effectivement, pour accéder à la réalisation. Nous sommes en France, donc il n'y a pas de reconnaissance des minorités de genre au sens social, donc on ne peut pas étudier des formes de discrimination qui pourraient les toucher. Mais il y a aussi des critères sociaux, des critères de racisme et d'accès aux personnes handicapées à la réalisation qui sont très nombreuses et qui sont encore peu étudiées. Pour essayer de remplir ce manque, les intervalles avaient fait il y a quelques années une étude que tu introduisais juste avant, et donc on va vous montrer les chiffres si vous ne les connaissez pas, qui était à propos des séries animées en France qui sont le genre roi, qui représente la majorité des productions, mais aussi...
moyenne. Plus de 20 séries par an, et qui aussi sont les plus soumises à un contrôle de la part des diffuseurs. Je te laisse introduire l'étude. Je sais même plus ce que j'ai mis comme graphique. Oui, l'étude elle s'est faite pendant le confinement. Moi je bossais pas et du coup je me suis dit tiens je vais commencer ça et j'ai regardé 5 épisodes de toutes les séries qu'on avait produites entre 2010 et 2020. C'était très chiant. Parce que je vous laisse imaginer, 20 séries par an, ça m'a fait un peu plus de 200 séries à regarder. Donc 5 épisodes à chaque fois. Heureusement, on fait surtout des formats entre 7 et 10 minutes, donc 7 et 11 minutes. Donc c'est pas des formats de 26 ou de 45 minutes qu'on trouve plus dans d'autres pays. Mais ça a pris du temps et j'ai tout rangé dans un Excel en prenant en compte que les protagonistes, donc pas les rôles secondaires, et en notant à chaque fois est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est un personnage humain, anthropomorphe, animal ou objet, parce que ça change aussi. Est-ce que la personne est non blanche, blanche, est-ce qu'elle est handicapée, est-ce qu'il y a des personnages LGBT aussi qui peuvent se trouver, spoiler il y en a pas, un handicap non plus, j'en compte 2, voilà, sur 200 séries. J'ai vraiment, là, il y avait même pas encore d'analyse, c'est vrai que de la compile de données, et sur cette base de données, j'ai sorti avec quelques camarades des graphiques comme cela, pour analyser ensuite ce que voulaient dire ces graphiques, et ce qui ressort, c'est que, déjà, la réalisation, il y a même, avant c'était la réalisation, c'est ça, le tout premier c'était la réalisation, vous voyez en bleu, je suis resté dans le cliché, en bleu c'est les garçons, en rose c'est les filles, et en orange c'est les duos, les trios. C'est majoritairement soit des réals seuls, c'est le premier, des réals en groupe, des hommes, des réalisateurs, soit les réalisateurs en général qui sont, vous voyez, qui décollent au plafond, et les réalisatrices en général, c'est le tout petit, de moins de 10%, on est à 9,47% de réalisatrices en général, en série, sur l'ensemble de ce qui a été fait sur une décennie, et encore ça s'est amélioré par rapport à la décennie précédente, évidemment. Et en personnage, c'est pareil, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Mais surtout, on voit en orange qu'il y a beaucoup de groupes paritaires ou des groupes mixtes paritaires parce que pendant cette décennie, les diffuseurs et coproducteurs ont compris qu'ils pouvaient plus autant faire des séries genrées, c'est-à-dire qui ciblent explicitement les filles ou explicitement les garçons, comme ça se faisait beaucoup dans les années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Ils se sont dit en fait ça ne marche plus, on va se faire tacler pour ça et c'est plus simple de faire des séries qui appellent autant aux petites filles qu'aux petits garçons en mettant du coup un personnage masculin et un personnage féminin. Ça permet de faire aussi souvent plus de produits dérivés à moins cher. Après, il y a d'autres logiques marketing. Ladybug, là-dessus, est une super série parce qu'elle a très très bien compris qu'elle pouvait faire autant des poupées que des action figures. Et je sais pas qui gère le marketing sur Ladybug, mais d'un point de vue capitaliste, bravo à cette personne. En vrai, c'est pas ouf, mais et maintenant sur les personnages, donc sur les séries autant que sur les longs, je crois qu'après il y a les longs métrages aussi. Non, ça c'est sur les représentations raciales. C'est vraiment la dèche. Vous avez plus de chances d'avoir un personnage animal qu'un personnage non blanc dans une série. Voilà. Dans les protagonistes, vraiment, ils sont présents les personnages, notamment noirs et asiatiques. Il y a peu de personnages arabes, encore moins de personnages autochtones ou latinos. Mais il y a des personnages noirs et asiatiques, mais c'est tout le temps des sidekicks, tout le temps des rôles secondaires, sauf dans des séries pour les personnages asiatiques qui parlent de ninja ou de samouraï. Je rigole même pas. Et pour les personnages noirs et arabes, il faut que ça parle de sport ou de banlieue. Et encore une fois, j'aimerais être caricatural. Je le suis pas. C'est vraiment, malheureusement, c'est ce qu'on trouve le plus. Et ça peut quand même parfois être des séries sympas, hein, ça n'empêche pas. Il y a des séries très bonnes qui se passent, qui parlent de foot de rue, en soi, c'est bien, je dis pas ça parce que j'ai bossé dessus, mais c'est sympa. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même un souci de se dire pourquoi on peut pas les trouver ailleurs, ces protagonistes. Pourquoi on en est encore au point où quand on pitch un projet, on nous demande pourquoi c'est une héroïne noire, et on est là, je sais pas pourquoi pas. Et on nous dit, non, pourquoi? Il y a pas toujours de pourquoi. Je l'ai déjà entendu ça, pour le coup, des retours de pitch au MIFA, de pitch à d'autres festivals aussi, où il faut qu'il y ait une raison, un background qui explique la présence d'une minorité en tant que protagoniste. C'est dire à quel point on est en retard. Voilà, pareil sur les longs métrages, donc avec un rendu un peu différent, mais beaucoup de personnages masculins seuls. En orange, encore une fois, les groupes de protagonistes paritaires, vous voyez, là il y en a un peu plus. Mais les femmes sont encore très très peu présentes, et il y avait 1 ou 2 films
où on n'avait pas réussi à genrer les personnages, mais parce que c'était des films où il n'y avait pas de dialogue, donc on pouvait pas savoir quel pronom les personnages utilisaient, est-ce qu'ils avaient une voix plus féminine ou masculine, et du coup, je crois que c'était minuscule, d'ailleurs. C'est un personnage non-binaire. Oui, voilà, je crois que c'était minuscule parce que c'est littéralement une coccinelle et une fourmi, et pour le coup, ils ont pas accessoirisé le personnage féminin en lui rajoutant des cils ou quoi, donc on disait genre, bah on sait pas. Surtout que les fourmis, elles sont asexuées. En plus, voilà. Oui. C'est des insectes, merde, dans mon film, on s'en fout. Pour conclure cette étude, tu voulais proposer un petit jeu que créent les intervalles, un bingo. Alors voici les nombreuses spécificités qu'on retrouve malheureusement trop souvent dans la création en France, et pour prouver que on arrive assez rapidement à un bingo, quelques exemples. Je veux juste préciser comme que ces éléments de chara design, ils sont pas mauvais en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci à porter des jupes, des maquillages, des roses et tout. Le problème, c'est qu'on les retrouve sur une très grosse majorité de personnages féminins, et que, à l'inverse, je ne les vois pas sur les personnages masculins. Alors que, pourquoi pas, hein, les garçons aussi, ça décile, il n'y a pas de raison. Et du coup, c'est une réduction, en fait, de ce à quoi peut ressembler une fille à ces chara design-là, alors que en réalité, je regarde dans l'assistance, bon, je sais pas, je saurais pas tout, je vous en en plus j'ai pas mes bonnes lunettes, mais il y a plein de looks différents, de morphos différentes, et je vais pas juste tout vous mettre un nœud rose dans les cheveux pour deviner que vous êtes des filles. Bon, que c'est votre délire, hein, mais ça. Donc vas-y, sur le bingo, on a pris des exemples surtout français, et en fait c'est les mêmes que je vais présenter à Cellophane, je crois. Où là c'est Simon Lapin, et où évidemment il y a la fille, la Schtroumpfette, et vous pouvez remarquer que elle est en rose, elle a des petits cils qui ressortent, et elle a un petit cœur en forme de son pyjama, que par rapport à ses frères, elle est plus mince aussi. C'est pas monstrueux, mais elle est un peu plus mince. Et elle a aussi des petits cœurs en haut des oreilles que nous on a interprété comme étant des accessoires de cheveux. Donc, oui, voilà, c'est discret, mais c'est des petits ajouts. Pareil, elles ont jamais de lunettes, les filles, hein, c'est les garçons qui ont des lunettes. Les filles, ça n'existe pas. Donc, si tu regardes, allez sur le prochain, vas-y, hop, voilà, là, on a entouré tous les clichés qui reviennent. Alors, il faut pas faire un bingo complet, on n'a encore jamais trouvé de filles qui fassent le bingo complet, fort heureusement, parce que souvent, il y a quand même des trucs contradictoires. Mais ça revient ce soir-là, c'est Gigantosaurus, une série de cybergroupe, oui, moi aussi elle me fait mal aux yeux, où là, ils ont pas osé, autant que sur une ancienne série 3D de Tinto, de mettre des seins sous personnages féminins, puisque c'est quand même un reptile, donc ce serait bizarre. À Tinto, il l'avait fait avec des kangourous, du coup on avait l'impression que c'était une furie kangourou. Ça date du début de la série dernière. Celle-là, elle a 5 ou 6 ans, je crois, cette série-là. Et pareil, voilà, elle a bien des cils, elle a aussi, vous notez le bec de Dinosaure qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus rond, elle a les yeux qui sont plus petits, elle a le cou plus petit, enfin, tout est vraiment girlifié pour dire, au cas où, vu que c'est pas une humaine, on va accentuer le trait pour qu'on comprenne bien que c'est une fille. Et je pourrais vous montrer le pire, j'ai que des exemples français, mais je sais pas si vous vous souvenez de Dragon 3, avec la dragonne blanche à paillettes, qui, pareil, était une girlification de Croque-Mou. C'est encore Cybergroup, j'ai rien contre eux, je suis désolée. Digital Girl, où elles ont 12 ans, là, les filles. Voilà, c'est pour vous donner lycée. Alors, il y a peut-être des filles qui font leur puberté très tôt, mais globalement, là, on est sur du body painting qui sert de tenue, donc on dirait que c'est pas un meuble corps tellement c'est moulant. On n'est pas encore sur une pose boobs and butt où on voit à la fois les fesses et les seins, mais on se rapproche quand même d'un déhanché important parce qu'il faut bien mettre en valeur que c'est des filles. Et pareil, il y en a une qui est rose et qui est la principale, et l'autre qui est un peu plus foncée pour dire que c'est son alter ego. Mais c'est encore un bon exemple ça de sexualisation féminine. Alors encore plus récent et plus gentil, c'était Compostman, je sais plus chez qui c'était fait. C'est Caripara, ça? Je sais plus. Ou pareil, oui, la petite fille, elle a les cheveux très longs, elle a une jupette, on dirait qu'elle habille dans les années 90, sérieux, avec ses petites soquettes blanches et tout, elle a du rose, elle a une fleur dans les cheveux, alors que le garçon, lui en soi, il est en jean et en t-shirt. Puis comme embête le garçon quand même. Oui, voilà, elle l'embête un peu, c'est sa petite sœur un peu bébête.
Un peu chiant c'est. Ah là là. Alors ça c'est Gus Chevalier Minus. Donc vous voyez c'est donc en 3D et en 2D. Hein. Où bah la fille c'est la princesse, évidemment. C'est le garçon c'est le chevalier. On peut parler aussi du fait que on voit jamais de filles grosses dans ces séries. Quand il y a un personnage gros, c'est un personnage masculin et c'est tout le temps un sidekick. Il est gros et c'est rigolo parce qu'il est gros. J'ai toujours pas compris en quoi c'était rigolo, mais bon c'est pas grave. Et là, bah, pareil, elle est très apprêtée par rapport à eux. C'est une version accessoirisée des garçons. Et je crois que c'était dernier. Non, Chucky, c'est encore plus rigolo parce que c'est vraiment des boules. C'est des petits oiseaux bouboules. Et ils ont quand même mis une plume sur le chara-design du personnage féminin pour comprendre que c'était comme une petite chevelure à l'arrière. Et voilà, sinon elle est pas jolie, sinon on comprendrait pas que ce serait une fille. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait si on comprenait pas que les personnages féminins étaient féminins? Le monde s'écroule. Et je crois que c'était le dernier exemple que j'ai lu. C'est des exemples, et vraiment, tu vois, c'est les premiers que j'avais sous la main. Mais avec les intervalles, parfois on en sort soit dans les réseaux sociaux quand il y a des nouvelles séries d'annoncer qu'on dit tiens, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas regardé la manière dont étaient représentés les personnages féminins. Et encore une fois, c'est pas pour dire que c'est mal d'avoir ces éléments de chara-design, mais que on retrouve que ça tout le temps. C'est épuisant à regarder. Bah, moi, je dirais quand même que c'est mal de sexualiser des jeunes femmes de 12 ans. Moi, j'ai aucun problème à le dire. Je parlais plus du chara-design, genre le rose. Oui, mais tout ça, tout ça a un historique. Enfin, je veux dire, tout ça fait partie du système patriarcal et capitaliste qu'il nous faut reproduire. Et même si la plus grande force du capitalisme, c'est de pouvoir faire de la thune avec n'importe quoi, bah il faut pouvoir quand même, désolé, hein, moi je reviens toujours avec mes gros sabots révolutionnaires, mais il faut quand même pouvoir désamorcer tout ça. C'est-à-dire que, ok, on va prendre les trucs cool des LGBT, bah, je reviens à Sex Education. Moi, j'en peux plus de cette série, je la supporte pas. Donc, Sex Education, ça permet de présenter les LGBT comme les nouveaux cool kids. Voilà, j'ai même écrit, hein, tout en dénonçant la positivité toxique des milieux progressistes. Mais ça dit rien, en fait, ça dit rien des réalités, des rapports de pouvoir, des réalités sociales, des réalités économiques qu'on vit en étant minorisé. Ça dit rien de tout ça. Et par contre, il convient d'être cool et plein de paillettes pour pouvoir faire changer le monde. Mais en fait, nous, on en chie tout le temps. On est pauvres, on se fait caillasser la gueule dès qu'on demande des droits. Enfin là, je vous apprends rien. Enfin, on regarde un petit peu le contexte politique et il faudrait qu'on dise les choses gentiment et en souriant. Mais non, en fait. Enfin, il faut. Pardon. T'as des séries, pas françaises, mais t'as des séries révolutionnaires avec des persos queer en anime, pas beaucoup. Oui. En révolutionnaire, t'as Shira quand même. On a eu Nimona du même autoriste de Andy Stevenson qui est sorti l'année dernière, qui était quand même complètement ouf. Et on a des séries avec des représentations queer qui disent on n'est pas là pour faire joli, on est là pour dire que le système il est pété. Je pense encore à All House, regardez All House. Voilà, mais c'est vrai que en France on en a pas, et ça que Sex Education ça peut être agaçant, mais nous on en est même pas encore là vu que nos programmes sont pour les moins de 10 ans globalement. Et les moins de 10 ans, dans la tête des producteurs et des diffuseurs, bah on parle pas de sexualité. Même si sexualité, ça peut juste dire avoir un attrait romantique envers quelqu'un. On a très peu de romances dans nos séries. Et même quand il y en a, même hétéro en soi, ils désexualisent complètement. C'est très rare qu'on en mette, déjà parce qu'on a des formats bouclés. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir regarder les épisodes dans n'importe quel sens. Donc dans l'idée, si on met de la romance, il faut qu'il y ait un fil rouge, il faut qu'il y ait une évolution, donc il y en a qui aiment pas. Et aussi, il y a toujours cette idée de vendre à l'international, comme disait Marjorie, et qu'il y a des pays, vraiment, ils sont super tatillons là-dessus. La RAI en Italie, elle rigole pas avec la manière dont on représente les romances chez les mineurs. Hein. Il y a quand même, même si il n'y a pas forcément de récit d'amour assumé, par exemple, ça hyper souvent, enfin, dans des vieux cartoons. Ah oui, mais c'est pas français, c'est vrai. Dans les debugs. Oui, dans les debugs, mais même dans Scooby-Doo, même si Daphné et Fred, ils sortent pas ensemble, on pressent quand même bien que c'est le beau gosse et la belle meuf qui fait du sexe. Ouais, grave. La Daphné et Velma, elles sont
Mais la blonde, Il y a plusieurs comment elle séries. s'appelle la blonde? C'est pas Daphné? Bah non, ils ont T'as fait du Scooby-Doo. Ah si, c'est Daphné, enfin, on est censé quand même sentir un truc, enfin... Elle est 200% lesbienne avec Velma. Ah bon? Oui. C'était plus ou moins canonisé avec les séries. Les nouvelles séries, ouais. Ah oui, bon, non, moi j'ai pas regardé une nouvelle série. Bah, faut regarder Scooby-Doo parce que bravo les lesbiennes. Ah ouais, ok. Bravo les Ouais, stylé. Mais enfin, il y a quand même des trucs. Enfin, ouais, il y a quand même. Moi, j'ai l'impression, même dans les Totally Spies, elles sortent pas avec des garçons, mais elles sont fans de garçons. En fait, même si on te montre pas une romance frontale, il y a le jeu de. Enfin, on t'initie au fait qu'il faut que tu sois amoureux de quelqu'un du sexe opposé au tien. Même, je pense, je me souviens assez mal, mais Hamtaro, je regardais Hamtaro quand j'étais gamine, c'est des hamsters. Mais il y a quand même ce truc où il y a la hamster, elle est belle quoi, elle a un ruban dans les cheveux et bah voilà quoi, Ça le rend tout bizarre. ouais voilà, Taro il est pas indifférent en tout cas. Après, sur la dernière décennie, c'est vrai qu'on l'a plus observé nous, sur les séries avec des animaux anthropomorphes, parce que c'est pas des enfants, donc c'est plus facile entre guillemets de faire de la romance. Et je repense à une série Tinto dont j'ai oublié le nom, avec un chien, avec un carlin qui veut séduire la chienne qui habite la maison d'à côté, et où lui c'est vraiment c'est un truc, c'est un 3D qui se veut un peu photoréaliste, et c'est un carlin quoi, un chien, c'est le nez tout écrasé là qui respire chelou, et la chienne d'à côté évidemment c'est une chienne qui a avec des poils longs et soyeux blancs, et ses oreilles sont très longues pour donner l'impression que c'est des cheveux, et elle a un collier avec des fausses pierres et tout, et elle est là vraiment juste pour être séduite. Et on dirait le vieux cliché qu'il y avait dans les Tom et Jerry des années 70, avec la chatte qui avait du rouge à lèvres, et Tom voulait juste la séduire et elle servait que à ça. Et ben on en était encore là, et cette série elle a pas 5 ans quoi. Et on en est encore à faire ouais c'est rigolo, c'est du cartoon, c'est du slapstick, parce que le chien n'arrive pas à aller évidemment chez sa voisine, et mais la voisine à côté elle sert à rien. Comme dans Ziggy et Charcot finalement. Ben, voilà. Et du coup, ça empêche aussi les histoires d'amitié homme-femme, de fait. Et que du coup, être ami avec un homme, ou un homme ami avec une femme, bah, c'est pas possible. Alors, des fois, ça arrive, mais effectivement, c'est des animaux. Sur le truc. Et je reviens juste sur le côté du car design, parce que ça m'a fait penser à ça. Je me permets juste une petite anecdote pour vous. Parce que là, on vient de voir, du coup, toutes ces nanas, là, avec les longs cils et les trucs moulants et tout ça. Je sais pas si vous avez déjà été à des soirées genre Netflix, ou même juste le MIFA. Où, en fait, ça m'a fait penser vraiment à ce truc-là, où toutes les nanas, productrices ou directrices, machin, sont toutes hyper apprêtées. Mais avec maquillage hyper bien, avec des talons, alors je sais pas si vous avez déjà été à la soirée Netflix, mais c'est au château, c'est des pavés, c'est juste l'enfer, mais du coup elles sont toutes en talons. Et tous les mecs, c'est une réhute de la même tenue, il y a plus de budget pour eux, qui est un débardeur, un t-shirt et un bermuda, et des baskets, et une casquette. Et c'est tous les mêmes. Et en fait, le Met Gala là. non mais c'est exactement le Met Gala en moins, voilà. Mais c'est marrant de voir ce que les dessins animés font de nous, en fait. Comment est-ce qu'on s'imprègne de ça, et comment ensuite, d'une manière encore une fois insidieuse et encore une fois inconsciente, on le remet quand même dans nos codes sociaux et dans nos codes professionnels aussi. Et que si en plus on n'est pas bien apprêté, si toi t'es une meuf et que t'arrives en bermuda dans ce genre de soirée, tout le monde le spot. Alors que autour de toi t'as tous les bonhommes avec leurs gros bides qui sont et se posent aucun problème. Et ils ont raison, en même temps c'est confortable. Hein. Et c'est hyper confort. Bien sûr. Mais voilà, du coup ça ne permet pas à des femmes comme moi de pouvoir aller dans ces soirées-là et me sentir à l'aise. C'est dommage. C'est même, j'ai envie de dire, c'est encore plus paradoxal, c'est que dans les artistes techniciens de l'anime, on est tous un peu, je me dis gros guillemets parce que j'ai pas le terme, mais alternatifs, on vient pas habillé en costard au boulot, on n'a pas de code vestimentaire très marqué. Tu vois, tu disais, dire de prod, on va être mal regardé si on met en bermuda, n'empêche que toutes les deux on est dire de prod et on est tatoué et personne va venir nous embêter au taf, tu vois. Et c'est quand même bizarre que dans un milieu comme celui-là, artistique, avec des looks qui sortent un petit peu du lot, voilà, on en revient. Les patrons, eux, ils sont bien sapés, et du coup, on représente finalement des gamins qui sont sapés de manière chiante. Moi, je dirais quand même que les patrons, quand tu veux, toi, être patronne, tu as intérêt à être séduisante et à être l'archétype de la girl boss. Et je pense que vraiment,
Si tu ne corresponds pas au modèle de la bonne meuf qu'on peut se taper et sur laquelle on peut faire des paris. Moi, j'ai travaillé dans le privé et j'ai appris en partant qu'il y a des paris sur moi sur le premier qui allait me baiser. Je peux vous dire que la misogynie, le patriarcat, le sexisme se passe de mots. Il suffit juste d'être regardé de haut en bas, d'avoir besoin de thunes, parce que l'industrie du cinéma, c'est ça. Et ça date pas des films d'animation, ça date pas... je vous invite à regarder, si vous l'avez pas déjà fait, la conférence de Nina Menkes au sujet du regard féminin, qui est excellente, et qui raconte comment, avant que les films soient parlants, il y avait énormément de réalisatrices et de productrices, et que en fait, quand le cinéma est devenu parlant, il a fallu énormément de moyens financiers, et que ça a été ouvert aux traders. Enfin, ça a été ouvert à Wall Street. Donc, on a fait un appel, Hollywood a fait cet appel pour financer. Et qu'à partir de ce moment-là, c'était terminé pour les meufs. Voilà, c'était ferme ta gueule, sois bonne et suce-moi, quoi. Pardon, si on est filmé. On peut dire les mots. Ces soirées-là, Et du coup, ces soirées-là qui sont, enfin, c'est des soirées où c'est les décideurs qui y sont. Et ben, en fait, tous ces codes-là qu'on décrit et qu'on pointe du doigt et qu'on veut changer, quand on va dans ces soirées-là, on les revoit, enfin, parce qu'ils ont décidé, et en fait, ils ont validé des choses qui leur ressemblent, en fait. Et donc, du coup, c'est exactement ces codes-là qu'on retrouve dans ces domaines-là, parce que, parce que c'est eux qui décident, et en effet, c'est eux qui ont les cordons de la bourse par rapport à ça, c'est chou. Et si tu fais pas le jeu du mondanisme, enfin, de la mondanité, en fait, quand t'es une meuf, tu peux être intégrée dans le boys club des patrons, enfin, si au bout d'un moment tu leur laisses chasser le cul, tu te fais bien voir, t'es gentil, t'es belle et machin et tout, tu peux espérer peut-être être leur schtroumpfette à un moment. Mais si toi t'as pas envie de faire ce jeu-là parce que c'est pas toi, enfin tu vois, aucune de nous n'est à l'aise dans ce genre de soirée, tu peux retourner dans l'oubli, quoi. Enfin, si t'es pas là à essayer d'aller boire des cocktails avec les patrons, On ira boire un cocktail avec des patrons. je sais pas, c'est comme on disait, il y a pas d'amitié homme-femme dans les films, bon, en même temps... Pour continuer la conversation, vous citiez des nombreux manquements de représentation dans les productions d'animation, et sans trop spoiler, se retrouve dans une réalité de manque d'accès à certains emplois, parce qu'on met en scène d'une certaine manière, donc c'est des personnes qui sont à la direction artistique, des personnes qui sont au storyboard, des personnes qui sont à la réalisation, qui sont à l'écriture, qui font qu'on a aussi une reproduction de ce genre de stéréotypes dangereux. Qu'en est-il de la réalité d'emploi et l'accessibilité des postes décisionnaires, des postes de chef notamment, sur les productions en France, qui bougent doucement, mais trop doucement. Alors moi, j'ai pas les chiffres exacts et je pense qu'ils ont bougé un petit peu depuis. Mais il me semble que dans l'enseignement public du cinéma d'animation, il y a 80% ou plus de 80% de meufs. Voilà, dans les étudiants. Et que on les retrouve à seulement 20% dans les postes de direction. Donc il s'opère bien quelque chose, que ce soit dans les studios, mais aussi dans la manière dont on socialise les meufs, c'est-à-dire que on se remet beaucoup en question, et là on s'excuse tout le temps de prendre la parole, on est en permanence, pourquoi c'est moi qui suis là et pas vous qui êtes en place. Et donc tout ça c'est pas juste à nous de percer le plafond de verre avec nos petits bras et nos petites jambes, c'est des systèmes qui sont orchestrés par les représentations, qui sont orchestrés économiquement et socialement, donc on les retrouve dans les studios nous sans caricaturer, je vous jure, on a des trucs hallucinants. Il y a des meufs, elles sont réalisatrices de courts-métrages, des courts-métrages, mais elles en ont fait 3, 4, 5, elles ont géré des équipes, on les embauche pas. Il y a des mecs, ils sont réalisateurs sur des films, c'est pas eux qui les font, les prods elles sont en retard, et puis les mecs ils sont en dépression. Alors faut les comprendre, tu vois, ils sont en dépression, donc nous on est là, mais nous on est comme en fait, nous on est en dépression, mais c'est à nous on fait du mal, on est là, on s'épanche pas sur les autres. Eux il faut que l'équipe les prenne en charge, parce qu'ils sont en dépression.
Bon, on m'a quand même sorti des trucs, l'autre il est désagréable, machin, bah oui, mais il est autiste. Oui, enfin, bon, il est autiste, d'accord, mais là il est désagréable avec les meufs. Enfin, je veux dire, il peut quand même bien se rendre compte que c'est pas parce que t'es autiste que t'es désagréable avec les meufs. Bah, surtout si c'est que envers les meufs, quoi. Si c'est un biais de. Ah bah oui, non, oui. non, il y a un problème, vraiment, quoi. Après, moi, j'avais essayé de mettre en place sur une prod un système comme ça où j'avais eu le temps de recruter quelqu'un, parce que c'est vrai que souvent, quand on a des temps de recrutement très courts, ben, on va demander à nos chefs de poste et aux réalisateurs de nous recommander des gens, parce que ça va plus vite, et parfois, on n'a pas trop le choix. Mais quand on a le temps de faire du recrutement, donc de passer des annonces, et après, ben, on fouille tous les profils, et on fait une première sélection qu'on montre soit au chef de poste, soit au réal. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais anonymisé toutes les embauches, parce que j'avais vu, en fait, je l'avais pas fait tout de suite, et j'avais besoin d'un renfort à un moment, notamment c'était sur une prod où le réal était en plus un vieux daron, mais un mec adorable. Je dis mais comme si c'était mais un mec très gentil, voilà. Et au début, j'avais besoin d'un renfort de board, et je vais présenter une dizaine de personnes. C'était que des meufs qui étaient toutes très bien, et un mec. Et ben il m'a choisi le mec. Et je lui dis bah tiens, bah pourquoi? Il me dit bah je sais pas, je le sens mieux. Putain, c'est chaud, pas de bol, le mec en question était pas dispo. J'ai dû prendre quelqu'un d'autre. Mais sur le recrutement qui a suivi, bah oui, j'ai anonymisé en fait les portfolios et les bandes démo. Le truc, c'est que ça me demande du boulot supplémentaire, parce que bah forcément les gens ils mettent leur nom sur leur bande démo. Mais je lui ai dit bah voilà, je te les montre, et c'est marqué 1, 2, 3, 4, et tu me dis ce que tu préfères. Bah déjà ça joue pas mal, parce que je me suis retrouvée avec une équipe plus mixte. Et ce réal a reconnu, il a dit oui, bah c'est vrai que là j'ai pas posé la question de quelle école a fait la personne, de d'où elle vient, je regarde juste vraiment la qualité de son travail, et ça me permet de me focus beaucoup plus sur cette qualité-là. Et finalement, il s'est dit c'est très cool, et en même temps il m'a fait une remarque qui était intéressante, c'est qu'il me disait, en tout cas quand on embauche du coup les chefs de poste, on dit on a besoin de gens avec qui on sait qu'on va s'entendre. Donc de toute façon, quand on va, même s'il va me faire une sélection anonymisée, bah, on va les rencontrer les gens après. Et là, bah, les biais risquent de revenir. Il va dire je risque de choisir quelqu'un avec qui je m'entends plus, qui risque d'être un homme. Mais malgré tout, il a pris conscience du truc, et on s'est dit oui, alors le système est pas parfait, on peut peut-être encore l'améliorer, mais on a peut-être déjà une piste à creuser pour faire en sorte justement d'avoir des profils plus diversifiés. Et puis bah c'est cool, là, souvent juste des bonnes surprises aussi. Sortir de son cercle de potes avec qui on bosse tout le temps, et qui parfois, faut le dire aussi, sont pas les plus adéquats pour les postes en question. C'est juste c'est mon copain, j'ai envie de bosser avec. Bah ça permet de trouver des nouveaux talents, des styles intéressants qui sortent un peu du lot, ou juste des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, sans avoir forcément une nouvelle vision du monde. Et puis aussi, enfin je sais plus, c'est toi qui parlais de la socialisation, mais je pense que ça c'est aussi hyper important, parce que moi je vois, enfin j'ai essentiellement des amies femmes qui sont très compétentes de mon point de vue, et qui n'osent jamais demander, négocier leur salaire, qui sont très mal payées, avec des fiches de poste qui correspondent pas à la réalité de leur travail, et donc qui demandent pas, qui osent pas négocier. Et par contre, je connais un mec, on va dire, qui premier job direct il a négocié. Et enfin, je veux dire, et ça, il a raison. Il a oui, bon, après, voilà. Mais en tout cas, force est de constater que quand on travaille chez Ubisoft, on peut plus demander d'augmentation. Mais enfin, force est de constater que les hommes n'ont pas de problème à poser leurs limites souvent. Mais ça, c'est vrai au travail, et c'est vrai dans la vie. Enfin, dans nos relations plus intimes. Alors que les meufs, en fait aussi, on vit dans la peur, parce que comme il y a ce boys club, on sait que en fait si on est trop chiante, ils auront un autre pote à qui donner un boulot, et du coup on est là, bon, faut que je sois gentil, oui, ou alors on se fera harceler, pourquoi pas, enfin voilà, et du coup on vit dans la crainte de poser ses limites. Et du coup, comme solution, enfin, je sais pas, comme on a tendance à dire que là, tous les puissants c'est des mecs, et ça pourrait paraître un peu badant, en mode bon bah c'est foutu pour nous, on se débrouille et tout, mais il y a quand même des alternatives qui existent. Il y a typiquement pour les personnes racisées, il y a Décolonisons l'animation, qui est un collectif qui propose de faire communauté et réseau pour que les personnes concernées puissent se retrouver et échanger sur les problématiques qui les concernent directement. Sur Facebook, il y a aussi le groupe Belong, qui est réservé aux femmes dans l'anime, qui je crois est fermé à la prod, et on n'a pas le droit d'y aller.
Non, t'es dedans. Mais je sais plus. Je crois que c'est juste que ça marche au bouche à oreille, donc t'es censé laisser rentrer que quelqu'un tu sais qui est un peu aligné quoi avec lui. Mais et à côté, nous on y a eu plusieurs essais de groupes Facebook qui souvent vivotent, mais et qui parfois meurent dans le silence à force de pas être alimentés. Mais il faut faire communauté en tout cas entre minorités, que les mecs déjà se remettent en question aussi, s'ouvrent un petit peu au-delà de leurs potes, parce que c'est à eux de faire le taf aussi, c'est pas que aux minorités de genre et de race de faire un petit peu de forcer la porte et de faire attention, c'est aux mecs aussi de participer et de laisser un peu plus de place. Et typiquement moi, les intervalles, je l'ai créé à la base j'étais un peu tout seul dessus, je l'ai créé en 2018 parce que il y avait pas de collectif féministe dans l'anime, et il y avait les femmes s'animent qui font leur taf de leur côté, mais c'est un collectif patronal. Et moi je disais, ça m'intéresse pas, moi, t'es pas trop. S'ils vont pas défendre mes droits, parce qu'ils vont défendre d'abord les droits de leur société, avant toute chose. Et elles font ce qu'elles font, ça les regarde, mais j'ai créé parce que je me suis dit, il faut qu'on retrouve du côté commu. Il faut qu'on retrouve du groupe. Moi j'ai fait la fac, j'ai pas fait une école d'anime, et là-bas on a toujours 12 millions de groupes pour se retrouver, s'entraider. Il y a ce manque, je trouve, dans l'anime alors qu'on fait des projets en groupe, on fait des projets collectifs, et il y a ce manque de regroupement, de causer, de faire communauté entre nous, qui peut être très néfaste. Et typiquement, parce que Carrefour de l'animation, je voulais l'organiser avec d'autres assos pour dire, regardez, on existe, on est là dans différentes villes. Cellophane, elles sont à Lille, Ovac, elles sont ici. Il y a après on a Team Anime qui est une asso de Valence qui fait aussi une intervention avec nous. Nous les intervalles, on n'a pas de lieu fixe, mais on est ouvert un peu partout. Enfin, on a des membres qui peuvent être un peu partout, et on veut ramener ce côté communauté. Ne serait-ce que pour parler de négociation de salaire, pour parler de comment on postule, de parler de quel projet existe. Nous, on fait beaucoup de veille typiquement là-dessus pour dire, regardez, c'est ça qui se produit le plus en France. Il y a quelques projets intéressants qui sortent, mais bon, sur la grosse masse de ce qui est fait, pas ouf. Et du coup, d'encourager aussi les gens en parallèle à proposer plus de projets originaux, et de pas laisser la main aux mecs qui juste connaissent le patron. Cette rivalité ambiante, celle qu'on nous vend dans les films dès notre plus jeune enfance en tant que meuf, ça suffit en fait. Ça suffit, et c'est à nous aussi de dire, et si on le dit pas bien, en fait, on n'a pas à bien parler à nos maîtres pour leur demander de nous libérer. C'est ça le sujet profond. C'est une fois que les masques sont tombés, une fois que vous dites non, parce que c'est ça le plus dur, c'est de dire non. Moi, j'ai été harcelée au travail suite à mon congé de maternité. Je me suis retrouvée comme une merde dans mon ancien boulot avec un enfant en bas âge sur le dos. Je peux vous dire que tous mes collègues étaient là. T'as raison. Mais pas trop fort. T'as raison de te battre, mais surtout pas trop fort. Et quand vous osez dire non au patronat, moi, c'est d'une violence. C'est d'une violence, et vous êtes seul. Donc, moi, je vous donne un vrai conseil, c'est syndiquez-vous, parlez-vous entre vous, dénoncez quand vous voyez des techniques de meute dans vos studios, vous êtes seul face à votre écran, appelez à l'aide, dénoncez et nommez vos collègues pour dire pourquoi tu réagis pas machin, pourquoi tu réagis pas truc. Il y a des techniques qui existent, il y a des sites aussi qui peuvent vous aider dans l'autodéfense, et voilà, vous n'êtes pas seul, et nous à Cellophane, on répondra toujours présent. Là, on produit un film sur la colère des meufs, et comme quoi la colère, c'est cool en fait, c'est un truc positif, c'est un truc qui nous donne de la force, et nous on essaye d'écouter les colères, et puis on vous aidera si vous avez un procès en diffamation. Et même si vous savez pas comment réagir, t'as des avocats avec toi? Moi j'en connais une super. Et même si vous savez pas comment agir, parce que parfois c'est compliqué aussi en studio, quand vous faites face à des abus, que ce soit harcèlement moral, sexuel ou autre, ça peut être compliqué d'agir. Il y a des formations qui existent. Et maintenant, les studios sont obligés d'avoir un référent harcèlement en leur sein, sauf que ces référents ne sont pas forcément formés. C'est des gens qui parfois se portent volontaires, mais qui n'ont aucune formation, mais vous pouvez les faire. Il y en a qui sont pris en compte par l'AFDAS, le CPF, donc
vous n'avez pas forcément à payer. L'entreprise peut aussi vous la payer. Ça peut être pris en compte sur votre emploi de travail. Pour le coup, c'est plutôt un truc qu'ils mettent en valeur. Et ça, mine de rien, c'est pas des formations parfaites. Ça va pas régler le problème du harcèlement en entreprise, hein. Mais ça va vous permettre de savoir repérer déjà les signaux faibles quand il y a des problèmes en entreprise, et ça va vous permettre de réagir plus en amont et de savoir qui aller voir, l'encadrement légal, ce qu'il y a à faire, et comment vous allez pouvoir en fait prévenir, mais surtout gérer ce genre de situation. Nous, on en attend aux intervalles des gens qui nous demandent en disant je sais pas quoi faire, je me fais harceler, je fais quoi. Et il y a cet encadrement légal qui existe. Donc formez-vous, attendez pas que la solution se résolve toute seule, hein. C'est comme ce que les filles disaient, c'est on se syndique, on se forme, on s'auto-forme, même s'il faut. Aux intervalles, il est probable qu'on sorte un guide justement pour qui n'aura pas valeur de formation légale, hein, on est désolé, mais qui donnera notamment des tips pour repérer ces signaux faibles et de ce qui existe pour réagir aux violences sexuelles en entreprise. Et vraiment, faut le tout, encore une fois, c'est de s'organiser, de pas rester silencieux, de pas rester en attendant que ça se résolve tout seul, en se disant bah c'est comme ça. Et c'est clairement on est encore un milieu jeune dans le sens où on a une convention collective depuis à peine 20 ans, c'est que dalle. Qu'on est vraiment devenu industriel dans le sens où il y a beaucoup de prod depuis 15 ans, c'est encore moins, et on peut encore évoluer vachement dans le bon sens. Il y a carrément moyen de faire quelque chose. Je pense aux jeux vidéo qui en France, bon, qui est pas très en forme en ce moment puisque ça ferme dans tous les sens, mais qui a pas de convention collective, mais qui a depuis quelques années un syndicat, le STJV, qui est super vénère, que vous retrouverez à toutes les manifs queer de Paris par exemple, et qui lâche rien, qui dit les mots, qui dénonce Ubisoft entre autres. C'est la réflexion que je me fais en travaillant à Cellophane de plus en plus, parce que en fait à Cellophane, à part venir gueuler à des tables rondes à Annecy, la majorité du temps on fait surtout des ateliers avec le public, donc avec plein de gens différents, et du coup les films qu'on fait, c'est des films bricolés quoi, par des gens, des fois ils ont 8 ans, ou alors ils ont 85 ans, ils voient plus clair, enfin voilà. Donc, bon, les films ressemblent à ce qu'ils ressemblent, hein, j'ai envie de dire. Mais il y en a, ils sont hyper intéressants, et pour le coup, il y a une vraie inclusivité dans les équipes de films, puisque des fois ils sont en prison aussi, par exemple, ou handicapés. Et du coup, il y a cette esthétique, il y a aussi la question, je trouve, de l'esthétique dans l'inclusivité, parce que, en fait, faire des films moches, moi je trouve qu'ils sont pas si moches, mais bon, ils sont pas professionnels, en tout cas, c'est sûr, ça peut permettre aussi de raconter les histoires de gens qu'on n'écoute jamais. Et en plus, ces gens-là, ils ont pas forcément les histoires qu'on attend, parce que, par exemple, les gens, on a fait un film en centre pénitentiaire l'année dernière. Bon, les gens en prison, ils ont pas envie de parler de prison, ils ont pas envie de parler de liberté, ils ont envie de parler d'un démon qui vole une brosse à dents, et après ils font un combat de boxe. Les enfants handicapés, ils ont pas forcément envie de parler de handicap. Enfin, voilà, les vieux, ils ont pas envie de parler des vieux. Enfin, voilà, c'est ça qui est aussi intéressant. Et de faire, en fait, vraiment les films avec des personnes, c'est hyper intéressant au niveau de l'inclusivité. Après, je trouve que le sauveur blanc, il s'incarne aussi dans le sauveur culturel à l'échelle des financements publics, par exemple, parce que quand on lit les appels à projets, des fois, on nous donne 5000 balles pour aller lutter contre l'illettrisme visuel. Ouais, contre l'illettrisme. Des fois, on se demande quand même ce qu'on fait là, quand on vient dans des mouroirs qu'on appelle EHPAD pour faire du film d'animation avec des personnes âgées. Bon, des fois, on se dit... Mais en tout cas, je trouve que effectivement, ça dit beaucoup dans quelle société on est. Parce que... comme le sauveur blanc va aller financer des films qui parlent de la guerre en Afghanistan, de la guerre en Irak, de la guerre en Palestine. Donc en fait, quand on est un non-blanc en France, on a uniquement des chemins de mort face à nous. Nos représentations ne sont que de la mort, du sacrifice, et dans tout ça, il y a ceux qui se font buter, qu'on s'en fout, et puis il y a les héros, il y a les gens géniaux, qu'on arrive enfin, qui se hissent finalement à hauteur du blanc, quelque part, parce qu'il a prouvé que il avait échappé à tout ça. Et le handicapé, c'est pareil.
Le handicapé, il y a le bon handicapé, c'est celui du Téléthon, c'est celui qui traverse la Manche, voilà, malgré qu'il ait plus de jambes ou plus de bras. Oui. Bah, je jure. Et mais en fait, il n'y a pas de handicapé nul. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de handicapés juste normaux, enfin, qui ont une vie qui racontent pas leur handicap. Et donc, c'est vrai que nous, quand on se fait financer pour aller faire des films avec des personnes handicapées, et puis que les financiers, ils sont là, oui, ce serait vraiment bien qu'on parle de leur parcours exceptionnel de résilience et tout, mais en fait, les personnes handicapées, elles n'ont pas du tout. Elles n'ont pas du tout envie de parler de ça. Elles ont envie de parler de trucs qui n'est pas forcément leur handicap. Et parce que le validisme de notre société, ça les exclut. Donc pour être inclus, enfin pour se sentir inclus dans une société, elles n'ont pas encore envie de parler de leur truc d'exclusion. Et comme on leur donne la place de parler que de ça, ça perpétue en permanence des schémas. Pourquoi les personnes noires, dans la plupart des films live action, elles font les voleurs, les gangsters, parce qu'en fait on est dans ces reproductions de représentation ou stéréotypées. Et on peut pas en sortir. On peut pas avoir un film avec une personne noire qui est boulangère. Enfin, je veux dire, quand on voit les réactions de films où on dit les elfes ils peuvent pas être noirs, parce que c'est pas crédible. Pas crédible. La petite sirène, elle peut pas être, non, c'est pas crédible. Par contre, on peut faire parler un poisson, ça c'est crédible. Il y a pas de problème. Là, tu mets l'accent sur l'entre-soi socio-culturel, qui répond directement à la question là qu'on posait sur quel frein aux représentations plus diverses. Et c'est je trouve en tout cas que c'est directement lié. Parce que effectivement, la ligne, comme tu disais, c'est hyper récent comme domaine, en tout cas d'une manière industrielle. Je sais qu'on va reparler dans la dernière table ronde sur le prix des écoles et sur qui ça appelle en fait, d'où on parle et où on évolue. Et en fait, cet entre-soi-là, pour moi, il vient de là, en fait. Il vient de ces écoles qui prennent 10 000 balles l'année, qui oblige des élèves à faire 5 ans d'études D'un côté, oui, mais après, quand on voit les écoles, quand même, elles sont assez récentes. Oui. Les dessins animés, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien que les écoles. Et pourtant, il y avait ces problèmes dans les dessins animés avant que les écoles apparaissent. Les écoles publiques sont très élitistes également. Je veux dire, les Beaux-Arts, les SAT, Art déco, vous avez 15 personnes par an. Vous croyez qu'ils prennent qui? Ils prennent les meilleurs. Prennent les meilleurs dossiers. Du coup, il y a peut-être moins cet argument économique, vu que ça reste quand même des écoles publiques. Mais la reproduction sociale n'est pas que économique. Vous avez un capital culturel qui est aussi, je veux dire, si vous êtes un blanc pauvre qui vivait en France depuis plusieurs générations, vous êtes fils de coiffeur, fils d'artisan, vous croyez que vous avez un capital immatériel qui vous permet de franchir des portes qu'une personne de première génération qui vient de pays comme le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, qui a une mère qui doit faire 2 emplois, qui a aucun code culturel de France, même si en termes économiques vous avez à peu près le même niveau, vous êtes à une échelle beaucoup plus importante qu'elle. Vous avez beaucoup plus de privilèges qu'elle, et ça, faut en être conscient. Et je pense qu'il faut aussi être conscient sur cette notion de timing qu'on a en tête. On se dit que les dessins animés, ça existe depuis toujours. L'industrie telle qu'elle est là aujourd'hui, elle est depuis une vingtaine d'années, c'est rien. C'est rien par rapport au cinéma qui date de 1896 avec Alice Guy, par ailleurs, qui est une réalisatrice. Bref, c'est encore une autre histoire. Mais l'animation telle qu'on la connaît aujourd'hui, d'un point de vue industriel, j'entends, ça date d'il y a une vingtaine d'années, en réalité. Oui, 2004, c'est ça. Et les écoles, pareil, en fait. Et les écoles, aujourd'hui, là, ça devient un scandale et ça commence à se voir, mais même avant, en réalité, c'était quand même pas accessible si facilement que ça, au-delà du patrimoine culturel que tu peux... De toute façon, ça serait... Enfin, je sais pas s'il y a des statistiques là-dessus, mais moi, si je prends ma classe,
au-delà de la couleur de peau et du genre, parce qu'au niveau du genre, on n'était que des filles, il y avait quand même un tiers de la classe qui était racisé, mais par contre, je crois qu'il y avait qu'une seule personne qui était fille d'ouvrier et qui était aussi racisée. Mais à part ça, on était tous enfants de fonctionnaires, pas des riches, enfin on n'est pas riches, mais par contre au niveau capital culturel, c'est clair qu'on était toutes hyper bien lotis, quoi. Enfin voilà, mon père il était photographe, tu vois. Nous, quand on fait le dépouillement des projets qui sont présentés dans l'écran total, au Cartoon Forum et au Cartoon Movie, mais le nombre de gens qui ont des noms à particules. Mais en vrai, il y en a des très gentils, hein, ça marche pas. mais le nombre de gens. Et Marc Dupont-Avis, c'est une vieille famille de Bretagne, hein, il est connu au bled. Il est pas poteau avec Bolloré, mais quand même, il sort pas de nulle part. Il vient pas du même bled que Bolloré. Mais non, je sais plus que si sur avant qu'on ait une industrie, enfin que ça s'industrialise, les mecs, c'est beaucoup des mecs qui faisaient l'anime venaient de la BD. Et la BD dans le genre milieu qui était bien misogyne dans les années 70-80, ça se pose là. Alors il y avait des meufs dans l'anime comme dans le live, on était là pour faire de la couleur parce qu'on a des petites mains et que du coup pour faire de la couleur, c'est comme pour le montage, c'est mieux. Je rigole pas, c'était vraiment un truc. C'est quand on regardait les anciens chiffres dans les génériques, on voyait que les femmes étaient vraiment à la colo parce que on était beaucoup plus je sais pas, délicate avec les doigts, même si ça changeait quoi que ce soit. Mais depuis typiquement que le montage c'est numérisé, que maintenant on le fait plus à la main, c'est plus un métier féminin bizarrement. Par contre en anime 2D, là où il reste une majorité de femmes, c'est au décor couleur. Qui sont très beaux, hein, mais je sais pas, faites du bord, les meufs, vas-y, je veux voir des bordeuses, moi. Du FX aussi, et du compo, je vends de composes. Moi, je suis super. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, j'ai commencé à lire un livre là où il y a des dédicaces femmes et cinéma d'animation, je crois. Bon, enfin bref, ça a l'air pas mal. Mais j'ai commencé à lire et en fait, c'est une femme qui a fait une enquête sur les femmes dans le cinéma d'animation d'un point de vue féministe. Donc là, j'ai vu les 20 premières pages. Mais en tout cas, ça raconte que on a retrouvé des lettres de Walt Disney qui répond à des femmes qui candidatent à l'école d'animation qu'il avait fondée en disant non, désolé, il y a pas de poste pour des femmes chez Disney. Donc ça sert à rien, on ne prend pas de femmes en fait dans l'école. Donc on regarde même pas votre candidature en fait. Voilà. Ben non, on est là pour faire des gosses. Ouais, ou de la peinture à la limite, mais La conférence avançant, je vais vous poser une dernière question et qui sera aussi une question que je poserai au public. C'est comment on sort de ça ? Comment on sort d'un système où le privilège fait la loi ? Comment on sort d'un système qui est colonial, qui est hétérocentré, qui est misogyne et sexiste ? Il y a des pistes qui sont données par l'industrie qui sont, comme on l'a dit, un peu insuffisantes, des aides du CNC, de la diversité. La statistique qu'on avait ici, c'est que 22% des productions répondaient aux critères de parité pour avoir des aides au CNC. C'est quand même... et c'est un barème qui prend en compte les chefs de poste et qui est assez laxiste, on va le dire. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme solution ? Bien sûr, la défiter, bien sûr, s'entraider, mais qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut demander aussi dans notre industrie pour qu'elle se développe dans une direction inclusive ? Question dure. Vous avez 4 heures. Alors, je me permets de démarrer, je vous laisserai. Parce que je vais peut-être me faire tuer avec cette réponse. Je pense que tout est bon à prendre pour mettre en avant quelque chose de différent que ce qu'on tenait déjà. Attention, y compris les femmes s'animent. Tranquille. je vais pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une amie comme ça qui a été réalisatrice parce que justement c'était dans le cadre de quotas. Et en fait, elle m'a dit, en fait, je prends parce que elle avait extrêmement conscience que c'était dans le cadre d'un quota et que si elle n'avait pas été une femme, sans doute que c'était pas son travail qui aurait été valorisé. Elle a quand même été prise parce que c'était un truc de quota. Elle l'a pris quand même, en fait. Et moi, je pense que, alors évidemment, cette colère que vous ressentez là, elle est géniale et il faut la garder. Il faut aussi garder les bourgeoises avec nous, en fait, qui font des trucs quand même malgré tout pour mettre en avant certains parcours, même si c'est pas parfait, je sais. Il y a certains patrons
qui ne sont pas si affreux que ça, qui peuvent aussi aider. Et en fait, ils sont bien cachés, mais en fait, l'air de rien, dans l'anime, il y a aussi ce truc. Alors, c'est des hommes, c'est vrai que c'est des hommes, mais par exemple, il y a plein d'histoires comme ça, où c'est des mecs qui sont techniciens, qui sont freelance et qui petit à petit créent leur studio. Et en fait, ben, ces mecs-là, c'est eux, en fait, la clé de la suite, je pense. C'est ces gars-là qui sont nos amis, hein. Enfin, moi, je pense à 2 amis, là, en particulier, qui ont un studio qui s'appelle In The Box, qui est super. C'est 2 mecs adorables, vraiment. Et ces gars-là, c'est eux la clé, en fait, de la suite. Une des solutions, en tout cas, je pense. C'est à nous d'être pédagogues là-dessus. C'est affreux de l'être parce que c'est hyper chiant, c'est chronophage, c'est injuste qu'on nous demande ça. Et en même temps, quand on tombe sur des gens qui sont à l'écoute et qui valent le coup, je pense que c'est une des solutions, c'est de rester le plus soror possible déjà entre nous, et y compris avec les fans anime. Je suis désolée de le dire, mais c'est important qu'on ne se tire pas dans les pattes, en fait. Il faut qu'on... Alors, vraiment, cette phrase-là, elle est encore plus vraie depuis 24 heures. Il faut qu'on reste unis, vraiment. Et du coup, toute forme de combat est valable, même si c'est pas comme ça que nous on aurait fait sur le terrain, effectivement. Et bah, du coup, essayer d'être le plus pédagogue possible avec les personnes qui sont en tout cas le plus à l'écoute et le plus à même d'être à des postes de pouvoir pour faire changer les choses. Moi, je suis d'accord, dire surtout depuis 24 heures, faut qu'on fasse front commun. Le problème, c'est que parfois c'est difficile justement parce que comme en politique, il y en a qui prennent plus de place que d'autres. Et j'ai une collègue scénariste, donc j'aime bien reprendre la phrase parce que ça la fait bader parfois ce qu'elle doit relire en termes de scénar. Et elle a une phrase que j'aime bien qui dit les mecs ont eu leur chance, maintenant faut laisser la place. Donc ouais, faire des quotas pendant le temps que la balance se rééquilibre. Ça, typiquement, le CNC a mis en place un bonus de 15% de budget sur les prods qui ont leur parité. À mon sens, c'est pas suffisant du tout, faut mettre un malus aussi. C'est déjà ça. C'est déjà ça, mais c'est pas, il faut qu'ils aillent plus loin. C'est ok, vous avez mis un bonus, si c'est pas respecté, vous avez un malus. Vous avez moins, on vous donnera moins d'aide si vous n'êtes pas fichu de faire une parité, surtout en prenant en compte les postes à responsabilité. Faudrait également que y ait les studios, et ça, s'ils ouvrent un peu les yeux, comme c'est triste à dire, mais Disney l'a un peu fait il y a quelques années. Depuis Black Panther, ils ont compris que en fait, mettre des personnages diversifiés, des personnes diversifiées, ça pouvait ramener de la thune. Bon, ils sont en train de faire un énorme retour de bâton là parce qu'ils ont très très mal géré le Covid et leur diffusion de films depuis cette période. Mais ils ont compris pendant un temps que, en fait, c'est con, d'un point de vue capitaliste, mettre des personnages et des personnes diversifiées, ça met des histoires plus intéressantes, qui ramènent plus de pognon. Et il faut que, en France, ils comprennent un peu cette même logique, que, en fait, oui, c'est... Il y a des studios qui commencent à le faire, que raconter des histoires plus originales, ça se vend bien, et ça, en fait, ça se vend mieux, et ça a créé notamment des fandoms qui continuent à consommer longtemps les programmes en question, et ça fait vivre beaucoup plus longtemps les séries et les films en question. On n'en est pas encore là, puis malheureusement ça c'est aux producteurs de décider. Et du point de vue, pour moi, des artistes techniciens, c'est vous autocensurez pas et continuez tout le temps faut de proposer des nouveaux projets, quitte à ce que parfois oui ça marche pas, parfois on a des projets, on n'arrive pas à les pitcher, on n'arrive pas à les vendre, mais il faut pas se lâcher en disant tant pis, c'est pas grave, j'abandonne. Parce que je vois des mecs parfois qui ont des... Et vraiment, en plus, c'est des gars très gentils, mais ils ont des projets, je suis désolée, c'est chiant comme la mort. Et eux, mais ils connaissent le producteur, ils ont un style qu'ils ont facilement, donc ils se retrouvent financés. Je dis, non, mais si plus on sera nombreux et nombreuses à rien lâcher, à dire non, mais regardez, donc on veut proposer ces projets-là, et plus on arrivera à prendre de place. Il faut qu'on force la place, qu'on dise, regardez, on est là, on existe, on va arrêter de faire du gnangnan gentil, on est toute douce, on veut pas être vénère. Moi, à mon sens, il faut qu'on soit plus radical. Tout est bon à prendre, mais on peut aussi essayer d'être plus radical et de taper un peu dans la fourmilière plutôt que de tout le temps lisser le patron dans le sens du poil. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, putain. Dans le sens de la parole. Non, c'est dégueulasse. Oui, alors moi, je suis effectivement pour qu'on n'édulcore pas du tout notre parole et qu'on la serve pas comme objet marketing aux patronnes et aux patrons. Et je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'il faut s'unir à tout prix pour faire front commun. Il faut surtout
avoir la possibilité d'affirmer haut et fort ses convictions, pour qu'elles ne tombent pas dans la soupe marketée de n'importe quel opportuniste qui vient pour faire son beurre en fait. Et les écrans de fumée qu'on nous sert et que nous servent le patronat pour nous dire regardez, on a changé, on a des femmes qui s'animent, eh bien ça ne fonctionne pas, voire même ça décale en fait les droits. Et on le voit, on l'a vu historiquement, politiquement, à tout un tas de moments. Je veux dire, quand le Parti socialiste est arrivé au pouvoir et a servi la soupe au libéralisme parce qu'il fallait s'unir et que c'était dans l'air du temps, et ben, elle a perdu la gauche. Elle a perdu, et aujourd'hui, le premier parti de France, c'est l'abstention. On est d'accord que tu es en train de conseiller aux gens de voter Poutou, là. Je suis en train de conseiller aux gens de vous unir un maximum avec le maximum de précaires, avec le maximum de gens Kanchi pour faire la révolution, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre possibilité que de et surtout là dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, vraiment comptez vos forces. Moi, je veux bien y croire au grand soir. Hein, non, je ne crois pas au grand soir. Mais je crois qu'il y a plusieurs grands soirs. Je crois qu'il y a des révolutions. Je crois qu'il y a des choses qui marchent. Je crois qu'il y a des choses qui échouent. Mais tant qu'on n'essayera pas, bah, c'est sûr, on échouera. Bah, voilà. Typiquement, quand tu regardes là sur les organismes qui prennent trop de place, tu vois. En soi, les firmes signing, c'est vrai qu'elles font leur truc. On les a beaucoup critiquées, mais elles font leur truc. Ok. Mais là où moi ça qui m'embête plus, c'est que bah typiquement pour qu'on fasse la fonction de droit, faut que nous en tant que travailleurs travailleuses, on soit entendus. Et collectif 50-50 par exemple, qui est un très gros collectif qui à la base travaille sur la parité en festival, mais qui maintenant travaille de manière plus générale sur les luttes contre les violences sexuelles dans l'ensemble du cinéma, de l'audiovisuel et de l'animation, bah ils écoutent que les femmes s'animent. Parce que c'est, moi j'ai déjà essayé de les contacter, hein, j'ai déjà été à leurs assises 3 fois et chaque fois j'arrive pas à être entendue. Déjà l'animation, on est vraiment le parent pauvre du cinéma et de l'audiovisuel, c'est compliqué de se faire entendre. Mais justement, s'il y a un monopole de parole côté patronal, alors que bah on est quand même un peu les premiers concernés par ce qui va être décidé, c'est emmerdant. Donc faut pas laisser la place comme en syndicat en fait. Le syndicat des travailleurs, il est pas là pour laisser la place au syndicat patronal. Bah nous, nos assos, nos collectifs sont là pour dire attendez, il n'y a pas que les assos patronales qui ont droit à la parole. Il faut pas qu'on se fasse marcher dessus non plus pour ça. Et c'est vrai que faire front commun jusqu'à un certain point oui, mais peut-être pas. Et pour ajouter quelque chose, enfin même si je suis pas d'accord, mais de plus doux, je trouve que ce qui est, enfin moi j'ai l'impression que dans mon quotidien, ce qui est hyper important, enfin ouais, c'est de faire collectif. Et avec ses amis, en fait aussi, c'est hyper important, enfin de se parler, de se refiler les noms des mecs qui craignent, de se mettre en colère les unes les autres. Enfin moi je vois, je pense particulièrement à une amie qui se fait souvent marcher sur les pieds et passer beaucoup de temps à dire en fait enfin il faut que tu dis stop là, enfin là c'est pas juste ce qui t'arrive, bah tout ça c'est hyper important. Enfin avec Margot on fait vraiment ça au quotidien et ça donne vachement de pouvoir et du soin aussi parce que bah en fait ouais on se dit ouais faut faire la révolution, faut pas se laisser faire, mais ça fait mal en fait de faire tout ça, c'est dur, c'est éprouvant, c'est fatigant, on défend ses projets envers et contre tout, mais à quel prix? Enfin au prix de notre santé mentale, des fois de notre santé physique, de notre capacité à travailler pour au final rien. Et bah heureusement qu'il y a des gens autour de nous, des collègues qui sont ici, des amis qui sont dans le même milieu, qui connaissent les gens qui nous oppressent, qui vont dire ouais c'est vrai il est comme ça, ouais, enfin c'est clair c'est un gros con ce mec, te laisse pas le désemparer, enfin bah ça c'est enfin moi je pense que j'aurais complètement laissé tomber l'espoir de travailler dans le cinéma d'animation comme je l'entends si j'avais pas des amis en fait. Et pour finir sur une note positive de collectif comme ça, moi ça m'est déjà arrivé, pas sur ma prod mais dans le studio auquel je bossais, où une amie qui était chargée de prod sur ce projet-là s'est levée avec tout le reste de son équipe d'anime, de layout et de décor parce qu'un épisode était complètement transphobe, c'était une histoire de garçon en robe. Et en fait ils ont fait front. Il n'y a pas eu de grève ni rien, juste ils ont fait front et ils ont dit on le fera pas, on va pas animer. Et en fait le directeur de prod s'était pas rendu compte à cause de ses biais, mais quand on lui a expliqué, il a fait ouais ok, bah ok. Et du coup bon, on va réécrire les passages qui sont transphobes,
on va revoir ce petit bout d'épisode, et finalement ils l'ont retourné pour en faire quelque chose de positif de garçon en robe. Donc parfois voilà, c'est le monter au front, ça peut aussi parfois être positif, on n'est pas obligé, on n'est pas des méchants démons qui font peur, mais parfois de se mettre en groupe et dire là il y a un truc qui nous embête. On est plusieurs à le voir et on n'est vraiment pas à l'aise de bosser dessus. Il y a carrément moyen d'en travailler. C'est juste des éléments. Là, ils ont pas réécrit tout l'épisode. Il y a carrément moyen de retravailler ces 3 minutes qui nous embêtent. Et ça évitera que nous on ne veuille plus bosser avec vous. Ça montrera que vous êtes de bonne volonté vis-à-vis de vos employés. Et parfois ça marche parce que oui, parfois ils sont juste pas éduqués sur ces questions aussi. Oui, non, il l'a pas vu se dire prod. Et parfois aussi, juste, c'est des personnes aussi qui sont pas forcément éduquées sur ces questions-là. Que ce soit discrimination, biais de représentation. Malheureusement, comme tu disais, on a un devoir de pédagogie qui est fatigant aussi, mais qui peut fonctionner. Puis c'est des exemples où ça peut fonctionner. Et toutes les victoires sont bonnes à prendre. Et plus on se rencontre, plus on échange, plus on complexifie sa narration, et plus on dévoile les mécanismes de domination qui ont cours aussi bien dans nos vies que dans nos travails. Et ça, c'est hyper important de pouvoir avoir des espaces comme ceux-là où on peut se parler et où on peut... bon là, c'est nous, on a parlé et vous avez rien dit. Mais voilà, peut-être on peut laisser un peu là-dedans. Cédric, pour le syndicat CNT, puis aussi en tant que salarié... mec cisgenre hétéro blanc bien comme il faut. Déjà effectivement la révolution sociale et libertaire, forcément nous à la CNT on est pour. Le côté lutte des classes, c'est une réalité en fait qui a jamais disparu, donc s'associer à les femmes s'animent, moi ça me paraît un peu compliqué personnellement aussi d'aller faire ce terrain-là. Après, j'avais plus une question sur ce que Pixar a pu faire, qu'avait montré aussi Graph l'an dernier. C'était un logiciel en fait inclusif en fait où ils avaient remarqué en fait que dans les crowds, enfin dans les foules en fait, il n'y avait pas trop d'inclusivité, que c'était toujours les mêmes, on va dire les mêmes personnages modélisés, très peu de femmes, très peu de minorités de genre, très peu de personnes de couleur, etc. Et du coup, ils ont fait un logiciel qui permet on va dire, de manière pas aléatoire justement, de manière assez identifiée, de dire il y aura 20% d'asiatiques, 30% de mecs noirs, 50% de femmes, enfin voilà, et j'aurais bien aimé avoir votre point de vue là-dessus. J'en ai un, mais je préfère... Moi perso, j'ai envie de dire, je m'en fous de la foule, je veux voir les protagonistes. Ouais. C'est bien la foule, mais c'est comme c'était sur Dory où il y avait 2 mamans lesbiennes avec une poussette en fond qu'on voit sur 3 secondes et demie de plan. Je m'en fiche, je veux que ce soit les persos principaux du film. Si c'est juste des persos de foule, ça va pas améliorer les représentations qu'on va avoir des personnes minorisées. Parce que justement, c'est de la foule, c'est loin, ils ont pas de dialogue, ils ont pas d'agentivité, ils participent pas au récit. Donc... Non, perso. Puis ces histoires de représentation quantifiée, quantifiable, il y a des trucs, alors oui, mais donc dans les 20% de personnes noires, il faut faire combien de pourcentage de personnes grosses, tout ça finalement pointe en fait la question donc en fait c'est un robot qui va être plus inclusif que nous. Je sais pas, moi je veux dire, on est là quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu un écran de fumée en plus pour ces grosses entreprises capitalistes de faire de l'inclusivité. C'est comme Netflix, ok c'est cool d'avoir de la représentation à l'écran, mais moi j'ai l'impression que ce genre de truc, j'ai l'impression que c'est non, regardez, on est woke, on est gentil, et bon du coup c'est quand même des hommes qui font des films. Pixar donnait le studio à des hommes blancs, c'est hétéro évidemment. Donnez le studio à Domeshi chez Pixar, la réalisatrice d'Alerte Rouge, s'il vous plaît. Du coup, moi, la question que j'avais, c'était par rapport à l'agisme, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle un petit peu. Dans les studios où j'ai pu faire des stages, j'ai vu assez peu de personnes âgées, hors dans les rôles de réal. Et moi, j'avoue que ça m'inquiète un petit peu. Est-ce qu'on devient périmé à un certain stade dans l'animation,
Parce que tous les seniors auxquels moi j'ai même pu parler, ils parlaient déjà de reconversion et du fait qu'ils s'en sortaient pas du tout. Donc ça fait un peu peur aussi. Alors on a une pyramide des âges qui se casse vraiment la gueule, passer 35 ans dans l'anime, selon les chiffres du CNC d'audience, encore une fois, où c'est encore plus fort chez les femmes. Les femmes c'est des 30 ans, les hommes c'est plutôt 35 ans. Il y a quand même plusieurs raisons à ça. On a eu une évolution technologique très importante, ce qui fait que à l'époque où on était tous sur papier, où il y avait une majorité d'hommes, il y en a qui ont pas voulu s'adapter aussi, qui ont pas voulu passer au numérique, qui disparaissent petit à petit. Et il y a la précarité de nos métiers qui fait aussi, de manière générale, que on reste pas très très longtemps. On va en parler à la table ronde suivante justement, qui parle un peu du marché du travail, entre autres pour les primo-entrants, mais pas que. Et c'était la chargée de formation à Supamonks, Lucie Boileau, qui en parlait aux assises du stage en novembre dernier, où elle disait qu'à tous les 5 ans, dans le secteur de l'animation, il y a la moitié du nombre de salariés qui est entièrement doublé. On n'a pas beaucoup de seniors dans notre milieu parce qu'on est un milieu qui évolue vite technologiquement, parce qu'on est un milieu précaire, et parce que, alors ça c'est mon point de vue personnel, mais parce que étant dire prod, je le vois aussi côté producteur, c'est quand même vachement plus simple d'essorer des juniors qui connaissent rien au droit du travail jusqu'à ce qu'ils quittent le métier, plutôt que de mieux payer des seniors qui savent qu'ils se font plus marcher dessus. On se retrouve aussi en parallèle à cause de ça, et là je l'ai eu sur ma prod actuelle, avec des toutes petites poignées de seniors, notamment en anime 2D, quand je veux par exemple un gars qui fait une meuf d'ailleurs, qui fait du très beau FX, là j'ai 3 prods en cours, j'ai Arcane, Splinter Cell et la métaphysique des tubes qui m'ont pris tous les seniors, et j'en ai plus. J'ai 3 prods un peu quali en France en cours. Oui, non, vous avez fini, mais moi j'embauche en janvier des seniors. Et voilà, il y a 3 prods en parallèle qui ont besoin de seniors, ça veut dire que j'en ai plus sur le marché. C'est dire à quel point il y en a pas beaucoup, quoi. Après, moi je m'interroge aussi sur le fait que justement les écoles sont nouvelles, mais quand je dis nouvelles, encore une fois, c'est horizon 20 ans, c'est pas 3 ans, et que du coup, là il y a de plus en plus de jeunes, parce qu'il y a de plus en plus d'écoles qui mettent des jeunes sur le marché, etc. depuis une dizaine d'années, mais ces jeunes-là ils avaient 20 ans il y a 10 ans, maintenant ils ont 30 ans, enfin, si on fait le calcul, du coup, l'air de rien, les seniors, il y en a peut-être moins aussi, parce qu'il y avait moins d'écoles il y a 40 ans, tu vois. Oui, c'est une question, il y avait moins de prod. Et qu'il y avait moins de prod, ouais. Et du coup, pour peut-être te rassurer un peu, je pense que les seniors, ils ont entre 40 et 50, et que moi, je sais que d'expérience, après, c'est empirique, donc c'est pas valable, mais j'ai pas énormément de gens qui sont reconvertis non plus, quoi. Ils restent dans l'anime, en fait. Et par contre, ils font des plus longues pauses, c'est pas le même rapport au travail, ça c'est sûr, mais ça veut pas dire qu'ils quittent l'anime complètement, quoi. Puis ils prennent des postes de responsabilité aussi, parce que forcément, moi les quotas, des fois, je peux plus, quoi. C'est ça. Il y a ça aussi. Exactement. Je vois ce que je m'interroge là-dessus. C'est vrai, t'as raison. Moi c'était pas une question, mais du coup c'était aussi, j'ai aussi cette impression que vu qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'école maintenant, et les écoles elles sont de plus en plus nombreuses et elles durent de plus en plus longtemps. Donc j'ai l'impression que les jeunes qui sortent maintenant sur le marché du travail sont de plus en plus formés au final. Là où certaines personnes qui sont plus âgées mais qui n'ont pas reçu la même formation, il y a cette concurrence aussi qui se crée, et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que il y a beaucoup de personnes jeunes sur le marché du travail maintenant. Donc voilà, je me pose la question on les a, on en parle. C'est vrai que souvent les seniors disent moi j'ai fait la première promo de tel. Oui, c'est vrai. Donc, on en parle un peu plus en détail juste après. On va parler du détail du marché du travail pour les primo-entrants. Et là, on va aborder les chiffres. On va rentrer dans le vif du sujet. Je peux juste dire un truc aussi, pour avoir rencontré un peu plus vieux, mais pas forcément. Je fête mes 40 ans demain. Donc, bon anniversaire! Donc, non, j'ai pas mal d'amis du coup qui ont quitté le monde de l'animation. Surtout dans les gros studios, ça se vérifie un peu plus. Et c'est des personnes qui font toujours 60 heures par semaine sur des petits projets, et qui en fait au bout d'un moment en fait disent juste stop, en fait. Ils n'arrivent plus à suivre les cadences. Les logiciels changent tellement vite qu'il n'y a plus du tout aussi de volonté d'apprendre de nouveaux softs quand t'as 55 ans et que tu sais que tu vas partir à la retraite
Voilà. Enfin, oui, ouais, je sais. Jusqu'à 70 ans. Non, mais... Quelle retraite. Ouais, mais c'est vrai que en tout cas, c'était un sujet que j'avais lancé au Radiraf l'an dernier en disant que c'était vraiment je pense qu'on a un souci, en tout cas, qu'il y a dans l'anime de pas préserver, sans faire d'agisme, nos anciens. On a un respect, un respect mutuel qu'on leur doit, même s'ils vont pas plus vite, même s'ils font moins bien les choses, même s'il faut les accompagner pour faire des formations supplémentaires, etc. En fait, c'est un devoir moral qu'on est censé avoir. On parlait de solidarité tout à l'heure. Je pense que c'est un peu ce qu'on devrait en fait montrer dans l'animation. Oui, et puis faut se battre quoi pour maintenir ses conditions de travail, voire les augmenter. Enfin, je veux dire, faut quand même sortir du mirage selon lequel on n'a pas d'argent quoi. On produit plus de richesses en tant que salarié. On produit 4 fois plus de richesses qu'un salarié des années 80. Donc il faut quand même se rendre compte que la thune qu'on produit, elle ne nous revient qu'à une infime partie. On pourrait tous avoir des conditions de travail meilleures, travailler moins et être tous préservés dans nos emplois. Et ça voilà, il faut se politiser, il faut pouvoir écouter d'autres canaux de diffusion que les médias mainstream et les syndicats patronaux pour en prendre conscience. Voilà, donc les seniors, arrêtez de regarder Hanouna et syndiquez-vous. Pas du tout raccourci ce que je viens de dire. Et les juniors aussi. Oui, aussi, oui, d'ailleurs. Oui. Donc il y a aussi, on parlait de l'agisme, mais il y a aussi le truc pour répondre à tes questions, du coup, des tests. Et moi, j'avoue que, je sais pas, les seniors, mais moi, passer des tests constamment, me remettre en question constamment au bout de 15 ans, j'en ai un peu marre, en fait. C'est un peu fatigant, surtout quand on revient dans les mêmes... Tu peux les refuser, hein. Légalement, on peut ne pas t'obliger, et si tu négocies bien... Ouais, non, moi, j'ai des collègues qui bossent depuis 15 ans, qui les refusent, et qui... Sauf qu'elles ont 15 ans d'expérience, on leur dit, oui, alors, ok, toi, t'as le droit de refuser le test parce que t'as 15 ans. Mais du coup, ça peut paraître un peu abusif d'obliger les juniors à faire des tests, et de dire aux seniors, non, toi, ça va, t'as l'expérience. Ça, il y a un truc d'éthique, un peu, qui me pose problème, mais je peux comprendre que certains en ont marre, en fait, de passer des tests et de se remettre en question constamment. Et puis ça, tu peux te permettre de refuser les tests aussi quand t'es dans une région qui embauche. Enfin, ouais. Parce que quand t'es dans une région où il y a moins de studios, où tu peux te faire griller. Oui, c'est vrai que c'est possible, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est jamais évident. Les tests, de manière générale, c'est vraiment un truc qu'on a commencé à développer, enfin pas à développer, mais à multiplier parce que nos deadlines, nos temps de prod sont très réduits et on n'a plus le temps pour faire le recrutement, on n'a plus le temps pour se dire bon, on va voir ce que donnent ces personnes sur un premier épisode, donc genre sur un premier mois de travail et on avisera après. Là, vraiment, les consignes qu'on nous donne quand on est en prod, c'est il faut que la personne, en 2 semaines, qu'elle soit junior ou senior, voilà, qu'elle soit au taquet, direct, qu'elle soit au quota de 10 secondes par jour. Donc on fait des tests en disant oui, en une journée, la personne va pouvoir donner tout ce qu'elle peut et on verra son niveau. Sinon, je suis pas d'accord parce que il y a des gens en plus en test, ça les stresse et ils vont pas faire du très bon boulot, alors que on les met en prod, en situation de prod, ils s'en sortent vachement mieux. En plus, le test c'est tout seul, alors qu'en prod, on a son lead, on a les collègues pour nous aider s'il y a besoin. Enfin, c'est encore une technique d'individualisation, le test qui marche pas, quoi. Enfin, qui marche pour le patronat, mais qui au long terme pour nous marche pas. Qui marche pour quantifier le boulot, mais pas la qualité en test, je trouve. Oui, et le test il est pas payé non plus. Enfin, c'est aussi ça met encore plus les gens dans une forme de précarité et de stress. En fait, la récompense ou le salaire, c'est après une journée de stress, enfin une journée de stress non payé. Et on n'est même pas obligé de prêter le logiciel. Le studio, il peut vous dire tu passes un test, tu te débrouilles pour trouver le logiciel et en plus si ça dure moins de 24 heures, je ne te paye pas. Enfin, moins d'une journée de travail, moins de 7 heures, pardon, moins de 4 heures. Mais par rapport à ce que tu disais, Paps, moi j'ai une connaissance qui il y a pas longtemps a refusé de passer un test pour une prod en disant non, si vous voulez me recruter à tel salaire, je passe pas de test. Et eux ils ont dit très bien, c'est pas non. Enfin, pas de test, rien, ils ont coupé court à la communication et
Eh ben, c'est des cons. Ouais, non. Mais ça m'est déjà arrivé aussi, et en plus, d'ailleurs, c'est peut-être la même personne qu'on connaît, mais justement. Mais ça m'est déjà arrivé aussi, moi, qu'on me dise, non, mais il faut qu'elle passe un test. Je dis, bah, oui, mais non, elle veut pas, alors que c'est une très bonne animatrice, et ça m'embête un petit peu, quoi, on risque de la perdre. Alors que, à mon sens, elle a même pas besoin de passer de test. Il fait, oui, mais comme on en fait passer à tout le monde, fait qu'en est passé aussi. Là. Moi, j'avais une question aussi sur comment peut-être est-ce qu'on pourrait repenser le travail en studio, parce que de ce que j'entends, c'est très éreintant avec des rythmes de 40 heures par semaine. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être moyen de diversifier plein de petits projets où on travaille soit que le matin que l'après-midi, et comme ça, bah, ça pourrait nous rendre plus endurants, et en plus, on pourrait embaucher plus de gens. Est-ce que c'est quelque chose qui, vous pensez, pourrait se développer à un moment ? Alors ça pose aussi plein de questions vis-à-vis du régime d'intermittence ou d'un double régime, mais ça pourrait peut-être permettre à des personnes de moins s'épuiser. Parce que entre 20 et 40 heures... Au contraire, l'idée, déjà on produit trop, on devrait produire moins, mais l'idée ce serait pas de vous rendre plus endurant, c'est de vous donner des conditions de travail meilleures où justement vous n'ayez pas à vous endurcir pour que vous puissiez vous en sortir et tenir la route. Le 40 heures, qui est normalement d'ailleurs légalement à 39 heures semaine, il est fatigant et surtout il est rarement... ici c'est rarement à 39 heures, en général on fait presque 45, vu on donne souvent 1 heure de son temps gratuit par jour, ça devient vite à 45 heures semaine. Du coup il faudra tester 4 jours semaine, payer comme à 35 heures, comme ils ont fait en Espagne. Ils se sont rendus compte, surprise, que ça marchait vachement bien sur la santé des employés. Moi, je reviens sur le coup de la pédagogie aussi. Je pense que une des clés, en tout cas, du bien-être au travail, c'est le 4/5e, vraiment. Et parce que ça permet de faire autre chose de sa vie déjà, ou de se reposer. On arrive. Je trouve que voilà, les gens sont. Non, c'est même pas je trouve, c'est d'expérience. Là, pour le coup, les équipes sont plus efficaces. Parce qu'elles sont plus reposées. Et que du coup, elles vont plus à l'essentiel, plus rapidement, ça communique mieux. Enfin, vraiment, je pense qu'une des clés, à mon avis, de ça, c'est le 4/5e. On peut négocier ça, l'entretien, ou pas du tout? J'ai deux cœurs qui se posent. Oui, mais oui, demande. Non, oui, moi, je pense que ça se demande quand même. Faut essayer. Faut essayer. Faut essayer. Bah, moi, je suis en 4/5e, parce que j'ai un opposé de... T'as déjà eu des gens qui ont postulé et qui ont demandé de passer en 4/5e? Bah, non, pas dès le recrutement, mais qui en parlent après, et du coup, j'essaye de tout mettre en place pour que ce soit réalisable. Mais voilà, c'est nouveau, c'est nouveau. En fait, on peut pas espérer tomber sur un bon chef de prod. Quel bon prod et mauvais prod. Ça, c'est des revendications qu'il faut pouvoir porter au sein d'un collectif, au sein d'un syndicat. Voilà, il y avait un représentant de la CNT ici, mais il y a d'autres syndicats qui font aussi du travail honorable, les syndicats. Et surtout, faut pas attendre. Oui, en fait, on peut tous être de meilleures personnes. En obtenant du savoir, en obtenant du savoir politique, etc. Mais en fait, le féminisme ou l'anarchie ou tout système révolutionnaire n'est pas un développement personnel. C'est une révolution qui s'inscrit, qui s'inscrit dans des dynamiques systémiques qui nous impactent tous et toutes, mais qui sont à la fois structurés et structurants. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prennent part et qui en jouissent, qui jouissent matériellement de privilèges. Donc il faut pouvoir les démasquer, et pour cela, il faut pouvoir se collectiviser pour les contrer. Comme le disait Claire Pabst tout à l'heure, excuse-moi, par rapport à quand elle a fait front, voilà, c'est du pouvoir, c'est-à-dire que vous avez des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Donc il faut pouvoir s'en saisir. Et oui, c'est sûr que vous, en entretien d'embauche, à demander un 4/5e alors que personne ne le demande, vous allez passer pour le vilain petit canard. Et en fait, vous allez vous retrouver avec la double peine, c'est-à-dire que non seulement on va vous paternaliser, infantiliser, on va vous dire oui, bon, enfin, c'est pas très sérieux de ce que tu demandes, ma petite.
Et puis après, vous allez vous retrouver sans emploi. Et puis peut-être qu'avec un peu de chance, la personne qui vous a recruté, elle va aller dire, excusez-moi, mais celle-là, je suis en train de faire gaffe. Et vous allez retrouver un peu blacklisté. Donc il faut pas vous mettre en danger parce qu'on est dans ce système capitaliste et il faut, enfin, je veux dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc. Je sais pas si on blacklisterait pour un 4/5e quand même. Non mais, non, quand même. il y a plein de choses, si vous voulez, qui font que dire non, c'est compliqué à l'échelle individuelle. C'est pour ça que c'est important. Oui, quand on a un bon chef, quand on a un bon patron, bah, on est content et on apprend à relativiser en se disant bah oui, mais ils sont pas si pires, etc. Il y en a des bons. Oui, bah, peut-être que tu es tombé sur une bonne patronne, et il n'y a pas de problème. C'est pas ça qu'on dénonce. On dénonce pas des individus, on dénonce des systèmes. Voilà. Donc. En fait, d'un point de vue quand même capitaliste, si on veut le mettre là en place sans devoir attendre que on s'en saisisse de manière collective, je pense que ce serait quand même plus simple à négocier une fois qu'on est, si c'est un contrat qui dure plus d'un mois typiquement, de montrer que oui, on est bon, c'est bon, on a fait le taf, on gère, et après c'est plus facile à négocier, parce que c'est vrai qu'en entretien, tu viens d'arriver, ils te connaissent pas, ils savent pas encore quelle est ta rapidité, si tu conviens vraiment au poste, alors que si t'es déjà arrivé, que c'est bon, ça fait un mois que tu gères, que t'as montré que ça marchait bien, ce sera peut-être plus simple à gérer. Moi, en fait, je disais bête, donc j'avais jamais eu, mais si, je l'ai eu avec des gens qui donnent des cours en école en parallèle. Oui, typiquement. Alors, ils demandent un 4/5e parce qu'ils bossent à côté, mais c'est quand même négociable, oui. Tout à l'heure, je suis désolé, on va devoir conclure la séance parce qu'on a déjà débordé de 5 petites minutes. Je vais juste préciser un petit truc quand même, ça peut aider les camarades. Vas-y. Enfin, les camarades. J'inclus tout le monde. C'est déjà les CDI, c'est un point super important. Je sais que ça concerne pas tout le monde dans le cinéma d'animation, mais s'il y avait davantage de CDI, les droits collectifs seraient beaucoup plus. Il y aura un rapport de force qui s'établirait plus facilement. Pour les tests, en fait, il y a des trucs, c'est que faudrait massivement refuser les tests et plutôt passer par des périodes d'essai, parce que dans les contrats de travail, il y a des périodes d'essai qui existent. Donc si quelqu'un fait pas l'affaire, il y a eu sa période d'essai, et puis voilà, le contrat peut s'arrêter. Très bien. Et merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à la conversation. On se retrouve dans 5 minutes.